Salut tout le monde et bienvenue dans ce deuxième épisode du Top 31 des meilleurs espoirs en vue du repêchage amateur de la Ligue nationale. Un repêchage qu'on attend de pied ferme et qu'on espère qu'il arrivera plus tôt que tard. Si vous voulez consulter le Top 15 déjà paru sur notre page Facebook, vous pouvez toujours consulter le vidéo audio sur le site toutsurlehockey.com. Je vous laisse à mes deux chroniqueurs et à moi-même pour cette deuxième partie du Top 31. Bonne écoute! Seizième rang. Ah, là, on tombe à un gars que j'aime beaucoup aussi, puis surtout que j'aime, mais ben, on les aime tous, hein? On les aime tous. Pas qu'on les aime, nos petits on prospects. est des êtres d'amour. Ouais, on en donne de l'amour à nos prospects. Connor Zary. Connor Zary, que j'ai au 16e rang, c'est un gars, un autre 2001, un autre gars qui est passé quand même près d'être repêché la saison dernière. Je pense que lui, c'est un des attaquants que j'ai placé le plus loin, qui a un des meilleurs upsides offensifs. C'est un gars qui est capable d'être extrêmement créatif, a quand même un bon gabarit, des bonnes mains, un flair offensif vraiment très intéressant. Par contre, je trouve que, puis tu sais, il peut se le permettre junior, là, c'est bien correct, mais il se permet beaucoup de petites feintes de fantaisie, puis tu sais, c'est correct, junior, c'est très correct, puis il fait des points quand même. Mais je pense qu'il va devoir calmer ça un petit peu avant de se faire ramasser en Ligue nationale. Mais Zary, pour moi, je pense que je suis pas mal certain qu'il va finir sur un top 6, ce gars-là, avec le talent qu'il a. Puis au 16e rang, c'est excellent de ramasser un gars top 6. Et encore une fois, je ramène ce que je dis depuis tantôt, le fait de pouvoir prendre une chaise plus haute quand il y a des blessés. Ben Zary, je pense que c'est le genre de gars qui va pouvoir sans problème prendre la place d'un gars sur un premier trio quand c'est nécessaire, qui va être capable de se promener un petit peu partout puis de faire un très bon travail, là. Je pense que Stéphane Leroux va être d'accord avec toi, puis je pense qu'il avait top 10, genre, autour de Noël. Je suis d'accord avec toi, c'est pas mal tout ce que tu as dit. C'est un gars vraiment responsable, c'est la glace. Tu peux mettre n'importe où, il va être capable de prendre la chaise, il n'y a pas de problème. J'aime le fait qu'il fonce vous filet beaucoup aussi et que en général, c'est un excellent travailleur. C'est sûr qu'il prend des chances des fois, que c'est vrai que tu en parles là, puis en effet, il prend beaucoup de chances au niveau de ses feintes. Peut-être pas le gars qui a le potentiel offensif le plus développé. Puis une fois qu'il va se rendre compte de c'est quoi son rôle, ben ça va vraiment être intéressant de le voir aller. Puis c'est pas le plus rapide non plus. Il va falloir qu'il prenne de la force dans ses jambes. Si, exact. Moi, au 16e rang, j'ai un gars que je pense que son classement varie le plus. OK, hâte de voir. Qu'on voit. J'ai Emil Andrae. OK. Andrae. Je sais pas comment on le dit. Ouais, ben non, mais c'est ça. Je pense que c'est le plus gros débat dans son cas, c'est comment on dit son nom. Ouais, Emil Andrae. Appelons-le André. Ouais, on va l'appeler André. Fait que notre chum André, ben c'est intéressant parce que notre chum André, c'est mon 31e choix, puis c'est vraiment juste parce que c'est un chouchou personnel, parce que je pense pas qu'il va sortir en première ronde, malheureusement. Ben, je trouve ça vraiment cool que tu l'ailles aussi haut, là. Si moi je l'ai au 16e rang, c'est parce que c'est un chouchou personnel aussi. Puis Connor Zary, je l'avais 18e en passant. Fait que je l'ai assez proche de toi, là. André, ce que j'aime beaucoup de lui, oui, c'est un gars de 5 pieds 9, mais 183 livres. C'est pas nécessairement un petit joueur. Il est pas frêle. C'est un gars qui, pour son poids, qui est très agile, une technique de patin incroyable. Il est capable d'aller dans n'importe quelle position. Pas position, mais direction. Puis capable d'être rapide. Il a des bonnes mains. Ce que j'aime beaucoup de lui, c'est au niveau de la relance. Il va être capable de prendre la rondelle dans sa zone, éviter la pression, déjouer 2-3 joueurs, pas déjouer les traverser, mais les contourner un peu comme Kovalev le faisait. C'est pas un Kovalev, c'est pas ça que je dis, c'est juste pour donner une image.
j'aime beaucoup le fait qu'il est capable de faire ça, monter en rondelle et tout. Ce que j'aime un peu moins, c'est qu'il prend beaucoup de risques. Vraiment, vraiment beaucoup. Il va falloir qu'il évalue mieux le timing. Un peu comme dans une image, Piquet Souban au début de sa carrière, même la saison qu'il a quitté le Canadien. Faire remonter en porte-pièce en déjouant 3 joueurs pendant un changement de ligne, c'est peut-être pas la meilleure option. Puis c'est un peu ça qu'André va falloir qu'il fasse. Ouais. Il prend trop de risques, il pinche un peu trop, il garde un peu trop la rondelle aussi des fois. C'est un control freak, fait qu'il garde vraiment beaucoup la rondelle, même s'il joue dans la super élite. Là. Il va falloir qu'il change ça un peu pour être capable de jouer pro. Il va falloir qu'il délègue. Tu sais, qu'il délègue le jeu un peu. Oui, t'as beau être le gars le plus intelligent sur la glace, tu peux pas tout faire. Faut que tu passes la rondelle, tu sais. Puis c'est un joueur de périphérie aussi. Mais il est quand même gros, il a pas peur des contacts et tout. Puis je pense vraiment qu'il pourrait sortir plus tôt que le 31, mettons. Mais comme beaucoup le disent, top 45, ça arrête l'allure. Ouais. Mais j'aime son potentiel maximal. Ouais. Ça m'intéresse beaucoup, ce genre de défenseur-là, même s'il mesure 5 pieds 9. Ben, moi j'ai... ceux qui me connaissent savent que j'ai un amour inconditionnel envers un certain Erik Brannstrom. Ouais. Puis, Émile, notre chum André, là, je dis souvent que c'est mon petit Erik Brannstrom version Walmart, tu sais. Je trouve que non, mais c'est vrai, je trouve que c'est un gars dans son style de jeu autant que dans sa shape. Puis tu sais, il joue pour la même équipe que pour laquelle que Brannstrom a évolué en Suède. Oui. Je vais 71. Yes. Puis c'est ça, je vois beaucoup. Tu sais, la première fois que je regarde, tu sais, je me rappelle, il y a une couple de mois, là, je faisais mes premiers scouting. Puis j'ai vu ce gars-là, puis j'ai fait, wow, c'est Erik Brannstrom. C'est le même genre de joueur, la même shape. J'ai pas pu m'empêcher de les comparer. La première fois que je l'ai vu patiner, j'ai eu besoin de 7 secondes là, pour dire OK, c'est le même genre. Je vois peut-être un petit peu moins d'upside, mais quand même. Il est moins complet aussi. Hein. Ouais, pas mal moins complet. Peut-être un peu plus physique que Brannstrom. Mais Brannstrom est capable d'amener quand même un petit peu de grit, mais en tout cas, on ne fonctionnera pas pour les détails. mais c'est ça. Moi, je l'ai mis à mon 31e rang. C'est mon dernier choix. Je pense que c'est un potentiel un peu plus limité que le potentiel de Brannstrom, qui, on le rappelle, avait sorti 15e overall. Fait que, tu sais, c'est pas fou pantoute ton affaire de le mettre là. Mais, pour la Brannstrom, sa mobilité était pas mal plus développé qu'André, par exemple. Ouais, non, mais c'est ça. Pas mal plus de force dans les jambes. Ouais. Exact. C'est pour ça que pour moi, ben, en fait, ça explique vraiment pourquoi je dis que c'est comme une version un peu plus cheap d'un Erik Brannstrom. Mais je pense qu'une équipe qui a trippé dans le temps sur Brannstrom, ben, va tripper sur Andrea puis va se dire, OK, on peut le développer puis on peut espérer le développer. Puis moi, je pense beaucoup à une équipe comme les Devils de New Jersey. Ah oui, c'est clair. Je pense que on va pas entrer aujourd'hui là-dedans comme si on faisait un mock draft, là, mais c'est un fit que je vois tellement naturel à mes yeux. D'avoir un corps arrière comme Andrea sur le power play. Puis, tu sais, je compare beaucoup. Je vais amener un comparatif pour une rare fois. Tu vas être content. Je compare beaucoup Brannstrom à Torrey Krug. Ben, je vais me devoir de comparer également Andrea à Torrey Krug. Fait que c'est ça. J'avais vu aussi John Klingberg sur Internet. Là, ouais. Mais je suis pas d'accord. Ouais, moi non plus. Mais, c'est vraiment pas... Pour moi, ça, j'ai pas grand-chose à ajouter de plus. Là, en fait, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est ses mains. Il est capable de déjouer n'importe qui. Comme Brannstrom? Un attaquant. Non. Ouais, c'est ça, comme Brannstrom. Il est capable de déjouer n'importe qui. Tu sais, c'est rare quand même d'avoir un défenseur qui est capable de traverser quelqu'un, mais lui, il est capable. Sauf souvent, ça marchera pas, puis ça va faire un revirement. Mais bon, bref. Bon, ben, on a fini sur le chum André. Ah, c'est le chum Émile et Fanny. Là, c'était ton... Ben, le prochain choix, c'est intéressant parce que on va aller piger un peu dans la LHJMQ du côté de Max. Fait que je te laisse mon Max. Ben oui, le voisin à Pascal, Dawson Mercer. Mercer qui a été changé cette année au Sags de Chicoutimi. Represent. Yes, puis Mercer, ce qui m'intéresse beaucoup de lui, c'est que
une fois qu'il y a la rondelle sur sa palette, ben, elle est collée là. Elle colle là, puis son contrôle de rondelle est un des meilleurs chez les joueurs de ce repêchage-là, de ce que j'ai vu. C'est un gars qui sait autant fabriquer des jeux que mettre la rondelle dans le fond du filet. Je pense que ce gars-là, vraiment, il pourrait devenir un excellent joueur de troisième trio tourné vers l'offensive au pire. Et je pense qu'il y a vraiment un beau potentiel et un potentiel qui risque de l'amener sur un top 6 si c'est pas sur un premier trio, pardonnez-moi. C'est un ailier droit. Puis comme j'ai dit, là, je reviens là-dessus parce que je trouve que c'est important de le comprendre. Son contrôle de rondelle. Quand je dis que la rondelle colle sur sa palette, là, c'est même pas une image, c'est vrai. La rondelle est collée là, puis il fait ce qu'il veut avec, puis elle contrôle. Puis ça, c'était un joueur late, donc c'était son année 18 ans cette année. Il va être de retour dans la LHMQ la saison prochaine, puis il va être excellent. Ouais. Puis moi, ce que j'ajouterais, c'est pas grand-chose à ajouter dans le fond, qu'est-ce que je suis d'accord avec toi, son acharnement, son implication, c'est ce qui est élite chez eux. Yeah. Ce qui fait en sorte que son plancher est plus haut, qui est vraiment troisième trio. Là. En échec avant, il est vraiment efficace. Sa stabilité sur patin l'aide beaucoup. Il mesure 6 pieds, 180 livres, mais il joue vraiment plus gros que ça. À cause du fait qu'il est vraiment stable, son centre de gravité est bas. Il est vraiment difficile à tasser. Puis je connais du monde un peu qui gravite autour de l'équipe, des Sags, puis il paraît qu'il est vraiment brag. qui gravite autour, pas tant, là. Mais son éthique de travail est vraiment impressionnante. Puis dans le fond, c'est le premier arrivé, dernier sorti. Puis c'est un meneur. Vraiment un meneur. Il est très vocal, ça glace. Puis tu sais, dans le fond, c'est vraiment le gars que tu veux sur ton middle six. Ben, je vais amener de quoi? Je trouve que Raphaël Lavoie avec Mercer, c'était un tout autre joueur. Ouais, c'est pas faux. C'est un exemple que j'amène rapidement comme ça, puis je n'ai pas vu tant que ça des Sags, mais je trouve que Mercer amenait beaucoup à un gars comme Lavoie. Fait que il en a besoin. Ouais. J'allais pas aller là. Je trouve que t'es allé un peu loin avec ce commentaire-là, Pascal. Il peut jouer à toutes les positions aussi, puis il va falloir qu'il travaille son patin. Mais sinon, sérieusement. Prendre la masse, je pense que ça. Puis je pourrais dire ça de tous les joueurs, là, c'est quelque chose. C'est la chose la plus facile à dire sans avoir vu le gars. Là. Mais Mercer, je pense que c'est un gars qui va gagner beaucoup à prendre la masse. Puis parce que oui, la rondelle lui colle sur le bâton puis tout, mais je pense que en devenant meilleur dans les zones restreintes, il est déjà très bon là. Mais je pense qu'il pourrait devenir encore meilleur dans les zones restreintes. Puis je pense même que ça pourrait devenir une de ses grandes forces. Bien d'accord avec toi. Au niveau c'est le 17e rang, moi j'avais Askarov au 17. Okay. J'en reviens juste avant de sauter à Askarov, parce que Mercer, j'aurais peut-être un petit point dessus. Les Sags, on s'entend qu'ils ont vendu pas mal de choix l'année passée pour aller vers le championnat, qui fut finalement cancellé par la COVID-19. Mercer, l'année prochaine, on s'entend que son rôle va être pas mal assez gros. Je sais que Max suit beaucoup la Ligue junior majeure du Québec. Mercer, l'année prochaine, on s'entend que c'est une année charnière pour son développement. Je pense que ça va être pas mal la grosse vedette chez les Sags. Je me trompe-tu? Ben, écoute, toutes les points à corriger, je pense que c'est l'année prochaine que ça se passe. Ben, ce qui va être super intéressant, puis on va en reparler plus tard, mais je pense qu'il pourrait avoir un sacré beau duo qui va se créer en Lapierre et Mercer. Mais, ça va être à surveiller. Puis je pense que Mercer va avoir la chance dans le coin de Noël, parce que ça serait assez surprenant que les Sags achètent de nouveau, là. Fait que je pense qu'il va avoir la chance de se rendre chez une nouvelle équipe à Noël pour avoir la chance de mettre la main sur les grands honneurs. Donc, oui. Val-d'Or, en tout cas. Je vais faire comme si j'avais rien entendu, mais je suis sûr que Jacob Pelletier t'a dit un gros bonjour puis qu'il va t'envoyer une photo avec la coupe la saison prochaine. Mais pour poursuivre... J'adore Val-d'Or. Pour poursuivre sur Mercer, je pense que le prochain début de saison, ça va être extrêmement important pour lui dans le sens qu'il va se ramasser avec une équipe plus jeune, une équipe moins solide, va avoir la chance de jouer sur quand même un bon trio avec Monsieur Lapierre. Et puis, ça va lui permettre justement de s'améliorer, de jouer d'avoir beaucoup de temps de glace dans toutes les situations. Et que là, une fois qu'il va arriver dans une nouvelle équipe, une solide équipe à Noël, au temps des fêtes, ben là, il va être prêt à faire la longue route vers le championnat. Puis à partir de là, ben on verra ce qui va arriver parce que je pense que ce gars-là pourrait rentrer fort, que ce soit dans la Ligue nationale ou dans la Ligue américaine à 20 ans. Là. Avant, Pascal, toi, ton prochain choix,
c'est Yaroslav Askarov. On en a parlé un peu avec Max. J'aimerais ça qu'on en reparle un peu parce que si les gens n'ont pas écouté la première capsule, peut-être qu'on va passer tout droit. Fait que je reviendrai peut-être sur Askarov. Pour faire un petit résumé, je pense que les meilleurs comparatifs, c'était Marc-André Fleury qui sortait beaucoup. Par contre, on parlait beaucoup de son calme et de son aisance au niveau de la technique, qui me fait beaucoup penser à deux qualités très proéminentes chez Carey Price. Comment voyez-vous Askarov, un goaler en première ronde, ce qui est assez habituel par les temps qui courent, on s'entend? Ben, je vais y aller en premier, puis je vais faire ça vraiment rapidement pour laisser Pascal ensuite ajouter ce qu'il veut. Je pense que Askarov, ben, il a toutes les qualités de tous les meilleurs gardiens. Pour son âge. Tu sais, je pense que. Puis moi, je déteste un peu comparer toutes les, que ce soit attaquant ou défenseur, mais je déteste encore plus comparer des gardiens parce que un gardien, sa job, c'est d'arrêter des pucks. Il n'y a pas tant de façons que ça de le faire. Si t'arrêtes les pucks, ben t'es arrêtes. Puis Askarov, il a un calme, il est super athlétique, il est rapide. Moi, je trouve ça un peu ridicule de comparer des gardiens. Je l'ai déjà fait, puis je trouve, tu sais, je dis que c'est ridicule, mais c'est peut-être un peu rough, mais c'est dans le sens juste de dire que, ben, Askarov, c'est Askarov, puis il arrête les rondelles à sa façon, de façon athlétique, d'une façon calme aussi. On pourrait le comparer à ben des goalers, à ben des anciens gardiens, parce qu'il y en a beaucoup de gardiens calmes aussi, parce que c'est la principale qualité d'un gardien. Fait que les gardiens qui ont été dans la Ligue nationale, ben ils ont ces qualités-là, sinon ils seront pas dans la Ligue nationale, tu sais. Fait que c'est surtout à ce niveau-là que je trouve ça un peu... je dis ridicule, mais je veux pas rabaisser personne qui compare du monde parce que c'est la job à certaines personnes de comparer du monde, puis c'est correct de le faire. Mais je trouve que de comparer des gardiens, ça sert pas à grand-chose. T'sais. Mais Pascal, je te laisse la parole. C'est dans le fond de comparer, comme je disais tantôt, c'est vraiment pour donner une image au monde. Ah ouais. C'est vraiment difficile à faire. Parce que moi, je suis pas nécessairement le meilleur non plus pour trouver des comparaisons. Parce que j'ai mes préférés dans la ligue, puis souvent, lui, il me fait penser à mon préféré, mais en fin de compte, pas pendant tout. Mais c'est vraiment, c'est un gros travail de recherche, je trouve. Faut vraiment que tu connaisses beaucoup de joueurs pour être capable de faire ça. Puis dans les gardiens de but, faut que tu connaisses les gardiens de but. Puis sérieusement, le monde qui connaît les gardiens de but, c'est vraiment rare. C'est vraiment, vraiment rare. Parce que faut quasiment que tu sois un gardien de but pour vraiment être capable qu'il joue de haut niveau. OK, c'est un gardien calme. Bon, Carey Price, c'est un gardien calme. Mais Vasilevski aussi, c'est un gardien technique. Bon, technique. Marc-André Fleury est vraiment pas technique, mais il est athlétique. Donc, tu sais, t'as raison, c'est vraiment dur à vraiment comparer les gardiens entre eux. Je dis ça, puis il y a une couple de semaines, j'ai écrit un texte en comparant Drew Commesso, qui est le deuxième meilleur gardien, selon moi, de ce repêchage-là. Puis dans mon titre, je le comparais à Marc-André Fleury, tu sais, parce que là, c'était tellement évident dans ma tête. Ouais. Je l'ai vu, ces vidéos, puis j'ai fait OK, c'est une copie de Marc-André Fleury. Fait que, tu sais, c'était évident. Fait que, tu sais, je veux pas avoir l'air pantoute de rabaisser le monde qui fait des comparaisons. Là, c'est pas ça du tout. C'est juste que je trouve que dans certains cas, c'est un peu compliqué par exemple, dans le cas d'Askarov, parce que je trouve pas qu'il ressemble tant que ça à n'importe quel gardien de la Ligue. C'est comme Carter Hart à Philadelphie. C'est une copie de Carey Price au même âge. Ouais. Peut-être avec une meilleure attitude, mais bon, bref. C'est vrai que pour certains gardiens de but, c'est pas mal plus facile, tout comme n'importe quel joueur. Là. Mais ça, on pourrait en sortir des exemples, mais c'est pas le but ici. Là. Ouais. Ben, tu disais pour l'évaluation d'un gardien, être gardien soi-même puis avoir goalé à un haut niveau, ça peut aider. Fait que, étant donné que j'ai été gardien de but dans la tombe 2B, je vais me permettre de rajouter ceci. Oui, novice A, je jouais avec Francis Véropol, ça brag! C'est bon, ouais, c'est un gros brag, ça. Mais on s'entend qu'un gardien de but, c'est la position, premièrement, que tu as assumé le plus de pression sur la glace. On s'entend là-dessus. Puis, la majorité des gardiens de but se développent comme étant des numéros 1 à 24, 25 ans. Tu sais, il y a beaucoup d'exceptions, on s'entend, là. Il y a Rask, il y a Lundqvist, Price, qui sont des gardiens exceptionnels. Fait que c'est sûr qu'il y en a des gardiens qui se développent plus jeunes, mais en général, on parle d'à peu près 24-25 ans, un âge qui est raisonnable de dire qu'un gardien pourrait aspirer à un poste de numéro 1.
Puis, tu sais, on le voit avec Shesterkin à New York, là. Il a attendu plusieurs années en KHL pour se développer, autant au niveau physique que mental. Puis, je pense que c'est justement un bon point à adopter pour un gardien de but. Puis, lui, là, il arrive dans la Ligue nationale, puis il domine déjà. Là. Il dominait dans la Ligue américaine, il domine dans la Ligue nationale. Donc, pour clore sur Askarov, j'irais de cette finale-là, c'est que si ce goaler-là, il est classé par certains dans le top 10, mais c'est quand même audacieux, mais on parle, mettons, tu sais, milieu de première ronde quand même, puis je penserais pas qu'il passe le 20e rang. Pour qu'un gardien soit classé à ce niveau-là, c'est qu'il doit être bon, là. Tu sais, il doit être assez exceptionnel, là. Puis, tu sais, ses performances le disent déjà qu'il a un potentiel incroyable, là. Fait, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a peu de doutes à avoir envers ce goaler-là. Sauf que, comme on dit, c'est un poste qui nécessite beaucoup de mental, là. C'est un poste qui a de la pression sur ses épaules. Fait que c'est de savoir comment le kid va pouvoir assumer ça s'il veut jumper dans la NHL rapidement comme l'a fait un Carter Hart ou un Carey Price, mettons. C'est mon aparté sur Askarov, avec mon background de goaler incroyablement élevé. On peut passer au prochain choix. Pascal, je dirais avec... Ouais, c'est ça, on en a parlé tantôt. Max l'avait un petit peu plus haut. Si tu avais autre chose à rajouter sur Zary, la parole est à toi. Ben, au niveau de Zary, j'ai vraiment eu la misère à classer Zary, Bourque, mais Maverick Bourque, puis Dawson Mercer. J'ai vraiment la misère à classer lequel que j'aime le plus entre les trois. Pas parce que nécessairement que ça ressemble beaucoup, mais ces trois gars-là sont complets, sont quand même physiques, puis ils ont une attitude pro. Bourque va être un peu plus peste, Mercer plus offensif, Zary plus complet, mais j'ai vraiment la misère à le placer. J'ai décidé de mettre Zary avant tout le monde parce que justement, il prend un peu plus de chance puis que je pense que son potentiel est plus certain au niveau de la Ligue nationale de hockey. C'est vraiment la seule affaire que j'aurais à dire de plus sur Zary. Là. C'est quand même 18e, c'est quand même très louable, mais ça m'étonnerait pas qu'il sorte plus tôt que ça. Là. Fait que toi aussi, est-ce que t'as Mercer avant Bourque? J'ai Mercer au 22 puis Bourque au 19, c'est mon prochain choix. OK, ben je vais dire mon 18 d'abord. Un choix surprise. Ben Matt, tu as un choix surprise, tu penses? J'arrête pas de faire des choix pour surprise. Il faut bien que tu en fasses une de temps en temps. Ben, c'est surprenant parce que je crois pas qu'il soit dans le top 31 de Pascal. Mais je veux pas révéler de spoiler, mais bon, ben, Pascal, ça peut ouvrir à la discussion, effectivement. Ben Pascal, si je te dis LJ Grants. Oh oui. C'est un bon joueur. Est-ce que tu l'as 31? Dans le top 31? Non, je l'ai pas 31. Il est 37. OK, tu as continué plus loin que 31, toi. Non, je suis allé à... Dans le fond, je n'ai 70. Je pense des profils là, publiés sur le site. Dans le fond, tous les autres que j'ai fait des textes, je les ai mis dans une liste. Mais tu sais, c'est pour pouvoir dire la différence entre les tiens que j'ai continué. OK, cool. OK, bon, ben, je vais y aller sur Monsieur Grants. Écoute, je pense que... tu sais, autant j'ai dit tantôt sur Perfetti que le coup de patin, c'était quelque chose qui s'améliorait beaucoup. Autant je trouve que quand un gars l'a, ben il l'a. Puis LJ Grants, tu sais, ça a l'air con de même, mais LJ Grants, c'est un gars qui est très jeune, qui a un solide gabarit, un très solide gabarit, et que pour son gabarit, ben il a un solide coup de patin. Puis ça, ben comme le talent de marquer des buts, ça s'achète pas. Puis LJ Grants, c'est un gars qui... lui, c'est vraiment spécial parce que je regardais ses vidéos et j'étais comme, OK, il se place bien, OK, il a l'air d'avoir une bonne intelligence. Puis là, il te sort une décision que t'es comme, voyons. C'est exactement ça que j'ai noté. Qu'est-ce que tu fais là? Puis d'autres fois, il est super intelligent. Mais c'est arrivé plus d'une fois qu'en regardant ses matchs, j'étais comme, comment à la fois tu peux être aussi intelligent et aussi con dans ton jeu? Un peu comme Jeff Petrie, sérieusement. J'aime vraiment beaucoup le comparer à Petrie. C'est vraiment pas fou. Moi, honnêtement, je serais pas à l'aise de le comparer à personne parce qu'il y a rien qui me vient rapidement comme ça, mais je pense que ce gars-là, ce que ça va y prendre, c'est de la maturité. C'est de voir que, OK, je peux pas faire n'importe quel jeu, n'importe quand. Puis je pense que
aussitôt qu'il va avoir compris ça, aussitôt qu'il va avoir compris que, OK, je peux pas prendre mes décisions, je peux pas prendre des décisions comme ça, n'importe quand, de passer à la POC dans l'enclave. C'est la première affaire qu'on apprend à novice, mais peut-être qu'en Suède, c'est pas ça. Ben, je pense qu'aussitôt qu'il va comprendre ça, il va avoir le potentiel, le portrait, le profil de devenir un excellent défenseur top 4. Puis, je pense que là, je vais amener une comparaison et c'est pas le style de jeu que je compare, je compare rien entre les deux joueurs à part la situation. Moritz Seider. Moritz Seider, l'année passée, c'est un gars qui a sorti, c'est-tu 7e? En tout cas. C'est pas 5. En tout cas, bref. Il a sorti tôt, M. Seider. Oui. Puis il était pas vu là. Mais Seider, c'est un gars qui a été pris là justement à cause de son coup de patin pour sa shape, par son intelligence. Ben, je pense que en fait, le profil de Seider, c'est le genre de profil qui fait tomber en amour les recruteurs. Et Grants ressemble drôlement à ce profil-là qui a le potentiel de faire tomber en amour des recruteurs et c'est pour ça que je l'ai mis 18. Est-ce que ça va être... est-ce que je pense que c'est le 18e meilleur espoir de ce repêchage-là? Pas vraiment. Mais est-ce qu'il y a le profil de devenir un des joueurs les plus intéressants? Ça, oui, parce que, comme je l'ai dit, lui, là, lui, en fait, tout se passe dans sa tête, vraiment, dans le sens que, aussitôt qu'il va être capable de prendre des meilleures décisions 0,3 secondes plus tôt, ce gars-là peut devenir un défenseur. J'allais utiliser le mot élite. Puis je vais le faire. Il a le potentiel de devenir un défenseur élite. Il a les capacités athlétiques de le devenir et il a la vision du jeu de le devenir. Il faut juste qu'il soit un petit peu plus rapide mentalement, dans sa vision pour y arriver. Puis je pense que c'est quelque chose qui va se faire. Je pense que ce gars-là, va falloir qu'il soit très bien coaché. Je pense que si ce gars-là a la chance de tomber sur un bon coach, il va s'améliorer à une vitesse incroyable, puis rapidement, il va devenir... Le monde va faire... S'il sort 40, là, je pense que le monde va faire « Pourquoi il a sorti 40? » Ça va être à cause de ce que j'ai dit en débutant, il prend des décisions un peu niaiseuses à l'occasion. Tu sais, moi, ce que j'ai à ajouter sur lui, c'est que c'est un gars vraiment instinctif. Toute sa vie, il s'est fié sur ses instincts et un peu moins sur les systèmes de jeu, son entraîneur, ce qu'il disait. Ce qui a fait en sorte qu'il a pris des mauvais plis, puis que jusque-là, ça a marché. Ça a marché, fait que il n'y avait pas de problème, tu sais. Mais là, pour aller vraiment au niveau supérieur, comme tu disais, il va falloir qu'il y ait une maturité dans son jeu qui se prenne parce qu'il ne sera jamais capable d'atteindre la nationale sinon. Mais tu disais, est-ce que c'est le 18e meilleur joueur de ce draft-là? Peut-être pas. Mais est-ce qu'il y a le 18e meilleur potentiel? C'est fort possible. Il y a probablement un meilleur que le 18e meilleur potentiel. Moi, en fait, pour être très, très honnête, là, on parle de potentiel, puis on parle pas... On oublie le plancher, dans le fond. T'sais, on oublie les chances de faire la Ligue nationale, puis on parle de chances de devenir un joueur soit top 6, soit top 4. Écoute, je pense que ce gars-là est dans les 10 premiers espoirs que je mettrais sur une liste va devenir soit top 4, soit top 6. Puis, pour votre information, je fais du pouce sur ton questionnement, Max. Moritz Seider, choix de première ronde, 6e au total par les Red Wings. Okay. Puis il avait monté vraiment beaucoup. Là. Il y avait plusieurs personnes qui classaient haut dans leur liste. C'était un peu... c'était tout ou rien là, pour lui là, dans son classement. Puis finalement, il avait sorti quand même assez haut. Mais mon questionnement par rapport à tes chouchous suédois, Max, parce qu'on sait ton amour pour les Suédois, les défenseurs suédois. Tu disais tantôt que ton idole, ta perle rare, c'est Erik Brannstrom. On connaît tous tes jeux de mots par rapport à Brannstrom également. T'as mis Grants quand même assez haut. On s'entend. 18e. Ouais. Puis, d'un autre côté, on a Pascal qui a mis Émile André au 16e rang. C'est quoi qui différencie ces deux défenseurs-là qui sont un peu... on s'entend, les deux sont suédois. Les deux sont possiblement pour la première, début deuxième ronde. C'est quoi qui différencie ces deux défenseurs-là? Écoute, je vais me permettre de répondre en premier.
c'est triste là, comme réponse parce que je suis un des gars qui dans mes textes, je blâme un peu souvent la vieille mentalité des physiques dans les analyses, des shapes. Ben, c'est bien plate, mais ça existe encore, cette mentalité-là, dans la LNH. Puis LJ Grant, c'est un gars de 6 pieds 3 à 17 ans. Andrea, c'est un gars de 5 pieds 9. C'est bien triste, mais je check la taille moyenne chez les défenseurs de la Ligue nationale, puis je suis pas mal sûr que c'est pas mal plus proche de 6 pieds 3 que de 5 pieds 9. C'est tout. Ouais. Honnêtement, c'est tout. La grosse différence, c'est sûr, à vue d'œil, c'est clair que c'est le gabarit. Mais moi, pourquoi je l'ai plus haut, André, chum André, c'est vraiment au niveau de l'upside, je trouve qu'il est peut-être un peu plus sûr d'atteindre son potentiel que LJ Grant. Parce que André, il y a peut-être un peu moins de problèmes au niveau du timing puis au niveau de la prise de décision que Grant. Mais c'est clair que mettons qu'il atteigne le même potentiel, ben c'est Grant que tu veux dans ton équipe, pas André, à cause de son physique. C'est ça. Ça se pourrait très bien que Grant soit pris avant André à cause de son physique. Parce que présentement, leur potentiel est très similaire. Mais j'ai bien hâte de voir sérieusement. André, le chum André est un gars beaucoup plus intelligent à mon avis. Oui, c'est clair. Mais je me demande si tu mets les deux sur une ligne rouge puis tu leur dis d'atteindre l'autre ligne rouge le plus rapidement, lequel est le plus rapide? Je pense que c'est Grant. Ouais, il faudrait leur demander. Faudrait leur demander. Hein. Parce que, mais c'est ça, c'est une autre question. Puis parce qu'on s'entend que les enjambées de Grant sont une petite coche plus grande que les enjambées du chum André. Fait que, ouais, c'est ça. Pour vrai, c'est le gabarit, veut pas. Puis autant je blâme souvent les vieilles têtes de hockey mais ça reste quand même comprenable dans certaines situations. Surtout en attaque, je trouve moins, mais en défense, veut pas. Si t'as en fait, ce que je blâme beaucoup, je vais être sûr de bien m'exprimer, là. C'est lorsqu'on priorise la shape à la vitesse. Mais dans le cas de Grant contre André, ben c'est que Grant, c'est probablement plus rapide, mais au moins autant rapide. Fait qu'à ce moment-là, c'est sûr que tu vas privilégier le gars qui est plus grand, sont aussi rapides, tu sais. Si Andrea t'es beaucoup plus rapide, ben probablement que ça aurait été Andrea dans mon top. Là. Puis ça, d'après moi, Brandstrom est beaucoup plus rapide qu'Andrea. Tu sais, c'est une des différences. Ah oui. Donc, même pas beau. C'est ça. Si tu me demandes de me ramener au repêchage, tu sais, tu me dis Brandstrom aujourd'hui, ben son repêchage, tu me ramènes en 2017, puis mettons au Grants. Ouais. T'amènes Grants en 2017. Ben, je mettrais probablement Grants quelques rangs après Brandstrom. Mais là, Andrea est un peu plus cheap que Brandstrom. Fait que là, c'est Grant qui prend le devant. Mais tu sais, la différence, c'est pas énorme, là. C'est plus que le mot projet colle plus à Grant qu'à André, mettons. Exact. À cause du gabarit, dans le fond. L'intelligence aussi. Ouais, mais les deux sont des beaux projets, tu sais. Si j'ai comparé le chum André à Torrey Krug, ben, tu sais, s'il devient Krug, le monde va être content en maudit de l'avoir sélectionné, que ce soit 15e ou que ce soit 31e. Tandis que Grant, je suis pas capable de trouver de comparaison, mais si ça peut devenir un Jeff Petrie, est-ce que t'aimes mieux Krug ou Petrie? Je pense que je prends Krug avant. Mais est-ce que Grant a plus de chances de devenir un Petrie que Andrea a plus de chances de devenir un Krug? Ça, oui. Donc là, ça devient d'équilibrer, de trouver un équilibre un petit peu sur tu pèses les deux sur la balance, tu te dis, OK, est-ce qu'il y a plus de chances que lui ait un gros impact? Fait que là, c'est beaucoup de choses qui viennent en considération. Puis je pense qu'au final, ça va vraiment être une question de préférence chez les recruteurs, autant que chez les directeurs généraux, de dire, OK, ce gars-là va peut-être arriver dans 6 ans, mais moi, j'aimerais quelqu'un dans 2 ans. Dans 2 ans, Grant va sûrement être... Fait que c'est beaucoup, beaucoup de points d'interrogation, là. Ça fait pas mal le tour. Effectivement, ça fait le tour de nos deux Suédois. Ah, mais attends, j'en ai un autre qui s'en vient, moi. Ah, bon, ben parfait. Donc, on est rendu au 19e rang. Je vais laisser la parole à Pascal pour y aller avec un petit choix issu de chez nous.
dans la LHJMQ. En effet, c'est Maverick Bourque, le joueur que j'ai mis au 19e rang. Comme je disais tantôt, j'ai vraiment la misère pas à différencier, mais à classer Zary, Bourque puis Mercer. Bourque, j'ai mis 19e. Je l'ai mis avant Mercer à cause du côté peste qu'il y a dans son jeu. Oui, il mesure 5 et 10, 165 livres, il est petit, là, mais c'est un chien enragé, ce gars-là. Puis il a tout le temps le sourire au visage, tu sais, un peu comme Gallagher, fait qu'il peut, c'est pas un joueur qui ressemble à Gallagher, mais il peut faire péter les plombs aux adversaires à cause de ça, là, tu vas le ramasser devant le filet, il réussit à scorer, il te ressort, puis il y a le grand sourire en face. Ça, j'adore ça, c'est un joueur, là, j'aime vraiment ça. Puis malgré ça, il prend pas beaucoup de mauvaises pénalités, c'est vraiment un bon soldat pour ton équipe. Il prend les bonnes décisions avec la rondelle. Son potentiel offensif est peut-être pas aussi haut que Mercer et Zary, mais il est quand même pas pire. Il adore contrôler le jeu. Son tir est quand même correct, il est rapide. Puis c'est un joueur d'équipe avant tout. Il va tout faire pour faire gagner son équipe, bloquer une rondelle avec sa face, il va le faire. T'sais. Fait que c'est vraiment ce que j'aurais à dire sur Bourque. J'adore pas, mais c'est un bon joueur. Je l'ai un petit peu plus loin. Je parle aussi dans ma petite description de son talent, mais aussi de son éthique de travail. Écoute, 71 points en 49 matchs à 17 ans, parce que c'est son année 17 ans, lui, ben c'est solide. Puis ce que je dis aussi, c'est que c'est un petit diamant à polir tranquillement. Je pense que c'est un gars qui va avoir besoin de temps avant de faire son chemin vers la Ligue nationale. Puis que entre les choix 20 et 25, ben ça devient un excellent choix pour son upside offensif, pour ce qui amène à une équipe. Et ça, je l'ai pas écrit dans mon texte, ça me vient rapidement comme ça parce que j'ai regardé beaucoup de matchs de la LHJMQ cette année. Puis je pense que c'est un des joueurs dans la LHJMQ qui rend le plus ses coéquipiers meilleurs. C'est un gars qui amène de quoi, tu le vois se défoncer, puis tu vois comment il est bon, puis tu as le goût de défoncer comme lui, de donner toute ton énergie, puis d'être bon comme lui. Puis ça, c'est une qualité qui, c'est un peu cliché, c'est comme le talent de marqueur ou whatever, mais c'est une qualité qui s'apprend pas vraiment, tu sais. Il y a le leadership de parler puis tout, mais il y a aussi le leadership de donner envie sur la glace aux gars de te suivre puis d'être un leader sur la glace en montrant l'exemple puis en donnant envie à tes coéquipiers de se donner autant que toi puis d'être meilleur et de rendre tout le monde meilleur par ton jeu aussi. Donc, c'est ça de mon côté pour Bourque. Je l'ai mis, je vais le dire, je l'ai mis 21e, ce qui est vraiment pas longtemps après, là, tu sais. Puis à bien y repenser, je pense que la différence avec Mercer, c'est de mon côté, c'est encore une fois, ça revient au physique. Là, à la quoique, tu sais, Bourque joue gros. Mais je pense que Mercer apporte beaucoup aussi. Effectivement, Mercer était plus élevé. C'est juste que je trouve que Bourque peut-être un peu plus. Son jeu peut-être un peu plus pro. Peut-être qu'il va mieux se transposer. Ouais, mais je pense si Mercer réussit à atteindre la Ligue nationale, il va probablement avoir plus d'impact offensif, c'est sûr et certain. Bourque, il pourrait très bien se transformer en Bégin en fin de compte. Là, ouais, mais tu sais, pour vrai, je suis très à l'aise en ce moment de dire ouais, ben, je peux switcher Bourque et Mercer, voilà. Parce que, tu sais, après Mercer dans mon ranking, ben là, je spoil un peu la suite, mais tu sais, j'ai 2 défenseurs. Fait que ça vient. C'est dur de dire, OK, ce défenseur-là va être meilleur que cet attaquant-là. Tu sais, c'est beaucoup. C'est difficile, mais voilà. Good. Bon, ça fait le tour pour moi, je pense. As-tu des questions, Matt? Non, je te dirais que ça fait pas mal le tour. Honnêtement, c'est un très beau portrait de Bourque. Je sauterais tout de suite au 20e rang. Ben, moi, j'ai même pas dit mon 19. Ben, en fait, non, c'est vrai, oui, effectivement. Ton 19e rang, Max, tu parlais de défenseur. Je vais te laisser continuer pour la suite. Je pense que c'est un gars que j'aime encore plus qu'LJ Grant. Tu sais, c'est un peu un semi-chouchou, Monsieur Grant, mais Caden Goulet. Caden Goulet, qui est un gars que j'adore, un des jeunes joueurs du repêchage, qui est un choix très safe parce que je suis persuadé. Tu me dis, OK, de tes choix 10 à 30, là, lequel va jouer LNH? Le premier que je te dis, c'est Goulet. Je peux pas te dire dans quel rôle, je peux pas te dire qu'est-ce qu'il va faire dans LNH, mais je peux te dire qu'il va jouer dans LNH parce que
comment il s'est amélioré. Sa courbe de progression, de 16 à 17 ans, très, très, très solide. Il jouait l'année passée à Prince Albert avec les Raiders dans une équipe boostée à l'os. Donc, il n'y avait pas beaucoup de temps de jeu. Donc, déjà, d'être là à 16 ans, ben ça voulait dire beaucoup. Et là, cette année, cycle du junior implique que l'équipe était moins solide, quoique encore correct, mais Goulet a vraiment step up. Goulet est devenu le général et comme j'ai dit, je suis certain que ce gars-là va jouer dans la Ligue nationale parce que c'est un gars avec un beau gabarit, c'est un gars avec un bon patin, un sens offensif très correct. Tu sais, c'est pas le gars qui va te faire 80 points NHL, là. Ça va pas être un défenseur offensif, mais pour vrai, Goulet, je le vois comme un très beau top 4. Je pense que c'est un gars qui va faire un très beau travail. Puis à ce rang-là du repêchage, 19e, ben c'est ça que tu veux. Tu sais, tu cherches pas encore il y a des équipes qui vont peut-être préférer y aller pour des booms. Mais il y a d'autres équipes qui vont dire on va y aller quand même safe à prendre un gars qui va sûrement être un très bon gars top 4. Puis peut-être même que Goulet pourrait s'améliorer assez pour devenir un top 2, un bon top 2. Parce que la courbe de progression, s'il a réussi à s'améliorer autant en un an, ben qu'est-ce qu'il peut faire avec ses 2 dernières années junior? Parce qu'il va jouer junior à 18, à 19 ans. Et je pense qu'à 20 ans, il va être prêt à faire le saut dans la Ligue nationale ou à être très bon dans la Ligue américaine. Et je pense que à 19 ans, dans la Ligue canadienne de hockey, il va se faire un nom comme un des très, très solides défenseurs du circuit, là. Pas mal d'accord avec tout ce que tu as dit. Moi, il est un peu plus loin. Je pouvais pas me l'enlever de la tête pour la deuxième ronde. Fallait absolument que je le mette dans la première ronde. Fait que je l'ai mis 31. J'avais beaucoup de joueurs que j'aimais vraiment beaucoup, comme Kosnodinov, après ça Simon Tyrell, puis Brisson, en tout cas bref. Mais je pouvais pas mettre Goulet, justement à cause du potentiel d'atteindre la Ligue nationale de hockey. C'est un gars qui est vraiment gros, il est physique. Au niveau des mises en échec percutantes, ben lui, c'est lui. Ouais. Puis il a tellement une bonne mobilité que c'est quand même dur d'éviter le fait qu'il va te frapper. Ouais. Puis quand tu réussis à l'éviter, ben il est assez rapide pour te rejoindre. C'est ça que j'aime vraiment beaucoup de lui. Il peut transporter la rondelle, à cause de sa mobilité et tout. C'est pas le gars qui va contrôler l'offensive, là. Mais il est capable quand même de faire circuler la rondelle. Puis il a tout qu'un slap shot. Il a un bon tir. Il a vraiment un bon tir, sérieusement. C'est pas comme chez Weber, là, mais il a vraiment un bon tir. Il va falloir qu'il prenne, encore une fois, il est vraiment jeune. Il va falloir qu'il prenne la masse. C'est normal pour être capable de transporter son jeu à l'Union nationale de hockey. Mais sérieusement, comme tu as dit, pourquoi pas? C'est sûr qu'il va avoir une chance de l'atteindre. Il y a tellement beaucoup d'upside, puis en défensive, ben, c'est un maître. Il n'y a pas de problème de contrôler le gap, dans le fond, la distance entre lui et le défenseur, il est très bon. Il est capable de suivre n'importe qui, c'est rare qu'il se fait switcher. Fait que non, c'est pas mal un très très bon joueur de hockey. Pourquoi il est 31? Comment tu disais, Pascal? Et pourquoi je l'ai mis 31? C'est juste que j'ai de la misère à le voir plus que top 5, top 4, c'est juste pour ça. Mais top 20, top 19, ça se défend très bien. C'est juste qu'il y a des défenseurs que j'aime un peu plus que lui, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. Ouais, puis tu sais, comme Max il disait, c'est sûr qu'il n'y a peut-être pas eu le temps de jeu nécessaire non plus pour avoir un bon échantillon d'évaluation cette année. Mais tu sais, est-ce que ça sera la même chose l'année prochaine? Tu sais, peut-être pas. Puis, comme tu as dit, sa progression était vraiment intéressante tout au long de l'année. Ça a vraiment tout le temps pris plus de place à mesure que l'année avançait. Puis j'ai vraiment l'impression que l'année prochaine, il va vraiment faire regretter du monde. Ouais. Comme moi d'avoir mis 31. Ben, tu sais, il n'y a jamais vraiment de liste parfaite, hein, parce que si ça existait, ce recruteur-là signerait pour des millions avec une équipe de la NHL. Donc, c'est vraiment par préférence puis par certaines qualités qu'on apprécie plus que d'autres. C'est personnalisé à chaque des top 31. Mais tant qu'à être dans la thématique de défenseur, on va poursuivre avec le 20e rang. Je te laisse la parole, Pascal. Un autre petit Suédois. Un autre petit Suédois. Ben, il est pas petit. Ouais. 6 pieds 4, 192 livres. Wallinder. C'est un peu... Ouais, c'est ça l'idée. Un des plus jeunes, pas un des plus jeunes, mais un des jeunes du repêchage, 28 juillet 2002. Très, très jeune, très imposant physiquement. Puis sa mobilité, en plus, est vraiment élite. J'ai vu beaucoup de débats entre Andrei et Wallinder. Puis Wallinder gagnait vraiment souvent. Avec raison. Avec raison, à cause de son physique. Ce gars-là, il est vraiment all-in en attaque. C'est ses mains, sa vision, son agilité, son tir, tout est là. Vraiment, vraiment, tout est là. Puis une de ses forces, c'est vraiment les lancers passes.
il va se craquer un shot, mais en fin de compte, il va lancer hors cible, sa palette d'un gars qui va faire un but. C'est vraiment une de ses forces. J'ai vu beaucoup de comparaisons avec Philippe Broberg, mais il est meilleur que Broberg. Sa vision est tellement... Broberg son physique puis sa mobilité est vraiment élite. Il va monter à la puck, puis après ça, le jeu donne rien. Mais Wander, il est capable de faire quelque chose en offensive. Broberg, il a plus de misère pas mal. En offensive, ça, c'est toujours une menace. En défensive, par exemple, c'est pas, en tout cas, c'est pas tant hot. Il est vraiment moins impliqué. On dirait qu'il fait comme, s'en fout un peu. Il se fie beaucoup à son talent, d'après moi, puis il se fait surprendre par les joueurs. Il mord aux feintes, il se fait déborder même s'il est gros puis il est rapide. Fait que il va falloir vraiment beaucoup qu'il joue les systèmes puis qu'il se fasse prendre sous une aile d'un bon entraîneur. Il est dans le bon pays, dans la bonne équipe, Modo, pour devenir un bon joueur. Mais il va falloir qu'il se déniaise à ce niveau-là. Il est fait dans le moule d'un LJ Grants à plusieurs niveaux. Autant au niveau de la shape, c'est Wallander 6 pieds 4, t'as Grants qui est 6 pieds 3. Les deux, Wallander est un peu plus jeune de quelques mois parce que Wallander est vraiment dans les plus jeunes du repêchage. Les deux se ressemblent beaucoup. Puis moi, j'ai mis Wallander un petit peu plus loin. Je l'ai mis au 25e rang. 25e rang, Wallander. Puis, c'est un gars qui produit offensivement, mais il doit travailler sur son jeu offensif. Je l'ai écrit, là. Il doit vraiment travailler là-dessus. Puis c'est pour ça que j'ai mis Grants avant, parce que selon moi, Grants, sans être un as vraiment du jeu défensif, il se place assez bien dans sa zone pour faire un bon travail, tandis que Wallander, je trouve que c'est vraiment plus difficile. Puis tu sais, ce que j'ai écrit, c'est que en ce moment, j'ai eu un petit coup de cœur pour Grants, puis ça fait que je le mets avant. Mais c'est tellement dur de dire lequel des deux va être meilleur, parce que les deux, comme j'ai dit, sont faits dans le même moule, puis c'est vraiment extrêmement difficile de dire pourquoi j'ai mis Grants beaucoup avant. C'est vraiment juste une question de feeling, là. Puis ça, tu le sens, puis c'est dur à expliquer, puis je suis honnête avec ça, là, je pourrais pas te dire en ce moment pourquoi j'ai mis Grants tant avant. Non, c'est un feeling. J'ai regardé les deux beaucoup, puis c'est un feeling. Mais c'est ça. Une affaire que j'aime un peu moins, Wallander, pourquoi j'aurais pu le mettre plus haut, sérieusement, mais je l'ai mis plus bas parce qu'il joue trop haut. Il patine pas assez bas. Comme un peu Kotkaniemi, tu sais, il a beau mesurer 6 pieds 3, Kotkaniemi, t'as n'importe quel joueur de 6 pieds ou de 5 pieds 10 qui va le plaquer puis il va tomber à terre. Mais Wallander, c'est un peu la même affaire. Il faut vraiment qu'il se baisse, qu'il descende son centre de gravité pour être capable d'être plus efficace au niveau pas des combats, mais des bagarres 1 contre 1. Parce que sérieusement, il réussira pas à atteindre la Ligue nationale. Mais j'aime vraiment beaucoup tout l'aspect physique de son jeu, là. C'est pas un gars qui plaque n'importe qui, là. Mais, en fait, il n'est pas dans une ligue qui va avoir vraiment des joueurs physiques, là. J'ai hâte de voir au niveau de la ligne américaine s'il va être capable de transposer un jeu physique là-dedans. Mais son upside, j'aime vraiment bien tout le potentiel qu'il y a au niveau du physique, là. Mais ouais, c'est ça. Puis toi, au 20e, Max, t'aurais qui? Ça, c'est intéressant en maudit. Puis là-dessus, je vais être humble à 100%. C'est un gars que j'ai jamais vu jouer de ma vie. Puis non, mais je tiens à le dire parce que je suis pas ici pour jouer au professionnel. Tu sais, en fait, j'ai vu des séquences, j'ai vu au moins des highlights de tous les gars du top 31, sauf ce gars-là. Et c'est Rodion Amirov. Mm-hmm. C'est dur de trouver des... T'en as-tu trouvé, toi? Amirov, je pense que je l'ai vu juste en tournoi international. OK. Mais moi, tu sais ce que j'ai écrit dans mes notes, je commencerai de même. Je vais pas vous mentir, je connais pas Amirov autrement qu'avec ce que j'ai entendu de lui. Puis c'est vraiment ça. Puis ce que j'ai entendu, par contre, c'est vraiment positif. Puis il y en a qui disent que si c'était pas un Russe, ça serait un talent top 10, top 15, là. Fait que je suis comme mal à l'aise de le placer plus haut que 20e en l'ayant pas vu. Par contre, je suis vraiment pas surpris de ce que j'ai lu et entendu qui sortent plus haut ou qui deviennent plus que le 20e meilleur joueur de ce draft-là, là. Fait que, honnêtement, je vais même pas dire plus parce que j'en sais pas plus. Je sais pas si toi, t'as... Moi, de ce que j'ai vu, moi, je l'ai 28e, OK? Mais je me suis laissé influencer par le facteur russe parce que je pense qu'il a le potentiel de sortir plus haut que ça, vraiment plus haut que ça. Dans une équipe qui est comme, mettons, ils vont repêcher loin, mais Tampa Bay, genre, qui est capable d'attirer n'importe quel joueur de n'importe quelle nationalité, tu sais.
mais ben Washington. Puis c'est un des meilleurs joueurs two-way du draft. Il est vraiment bon partout sur la glace. Il est capable de jouer n'importe quel système. C'est un Russe, puis il est capable d'être two-way. C'est vraiment un préjugé qu'on avait dans les années, au début des années 2000 puis 90, comme quoi que les Russes étaient juste des gars offensifs puis qui étaient bons avec la rondelle. Mais lui, c'est vraiment le plus nord-américain des Russes, si on se tient à ce préjugé-là. Là. Puis il est très, très impressionnant avec la rondelle. Oui, c'est un gars qui est partout sur la glace qui va être bon, mais dans l'offensive, il peut déjouer n'importe qui. Il est très bon pour faire bouger la pochette défensive, ouvrir la ligne de passe, exploiter ses coéquipiers. C'est un gars agile au niveau des batailles. Au niveau des batailles 1 contre 1, c'est un gars de 6 pieds 168 livres, il est petit. Il est frêle, mais il est tellement agile qu'au niveau de ses batailles 1 contre 1, il va plus utiliser son corps pour éviter le défenseur puis le déjouer que pour vraiment initier le contact puis l'absorber. Pour lui, absorber un contact, c'est pas vraiment quelque chose à faire parce qu'il va se faire déstabiliser. Puis sa façon de faire ses batailles en 1 contre 1 est très déstabilisante pour les défenseurs qui sont plus gros que lui. Tu arrives au plaqué, puis il disparaît. Tu clignes les yeux puis il disparaît, tu tombes à terre. Fait que c'est ce qui est vraiment intéressant avec ce gars-là. Il va falloir qu'il prenne la masse de la force. On va dire ça pour tout le monde. Mais j'aime beaucoup le comparer à Michael Granlund. Okay. Ouais, j'aime vraiment beaucoup au niveau de ses capacités avec la rondelle, de jouer des deux parties dans les deux zones, dans les trois zones. Mais 20e rang, c'est vraiment pas fou. Je l'ai mis 28 parce que c'est un Russe, puis je pense qu'il y a du monde qui vont avoir un peu peur de le repêcher. Mais c'est clair qu'il a le talent pour être plus haut que ça. Là. OK. Écoute, je pense que je vais te dire mes rangs 21, 22, 23, vu qu'on en a déjà parlé. 21, j'ai Maverick Bourque. 22, j'ai Raquel. Raquel, que t'aimes beaucoup, qui arrive 22. Puis Mysack, moi, je l'ai 23. T'as tout qu'un nom, ce gars-là, pareil. En tout cas. 21, j'ai un gars différent. 21, 22, c'est déjà sorti, c'est Dawson Mercer. Mais 21, j'ai un petit Québécois. C'est un Québécois. Lucas Cormier, est-il Québécois, mais il est... Bref, Lucas Cormier. C'est une bonne question. Je pense qu'il est... Bref, il joue à Charlottetown pour les Islanders. Moi, c'est ce gars-là, j'ai au 21e rang. Au début de l'année, j'avais... Nouveau-Brunswick. Nouveau-Brunswick, oui. T'as été plus rapide que moi, Max. C'est un Québécois. Non, c'est une joke. J'avais Jérémy Poirier en avant de tout le monde. En avant de tous les défenseurs qui s'appelaient pas Drysdale. Puis, je l'avais vu, je pense, 2 matchs au début de l'année. Puis, j'aime beaucoup les Sea Dogs, c'est que ça n'a pas aidé. Mais quand j'ai recommencé quand je la regardais encore vers Noël, je me suis rendu compte pourquoi que le monde il aimait de moins en moins Poirier au niveau de la technique de patin. Puis, quand j'ai regardé Cormier jouer, je me suis rendu compte pourquoi Cormier augmentait dans les listes vraiment beaucoup. C'est tellement un joueur qui est fait pour la nationale de hockey au niveau de la mobilité, la nouvelle Ligue nationale de hockey. Sa mobilité est vraiment élite, mais c'est sa technique qui est vraiment raffinée, sérieusement. Là. C'est vraiment beau. Là. Son jeu de jambes est vraiment intéressant. Je sais pas si vous vous rappelez du joueur qui s'appelait Linus Omark. C'est un gars qui jouait avec les Oilers, puis en fin de compte, là, il est rendu une vedette dans KHL. Là. Mais sa technique de patin était vraiment hot. Un des highlights de la carrière de Omar, c'était le tir de pénalité. Il a comme fait un 360 avant de prendre la rondelle. Là. Mais Jean Cormier, c'est le genre de joueur qui peut avoir cette mobilité-là. C'est un spécialiste de l'offensive, puis il est pas dégueulasse dans sa zone non plus. T'sais, il va être vraiment capable de bien se positionner, d'utiliser son bâton intelligemment pour être capable de pas se faire plaquer par les plus gros joueurs, parce qu'il mesure juste 5 et 10, puis il pèse 170 livres. C'est un corps arrière, dans le fond. C'est vraiment un corps arrière en offensive, un peu comme Ryan Ellis, mettons. Il faut falloir qu'il prenne du poids, puis tout. Là. Mais son tir est précis. C'est pas le gars le plus foudroyant, fait qu'il va falloir qu'il travaille un peu là-dessus. Mais j'aime vraiment beaucoup son potentiel. Écoute... Tu as sûrement joué beaucoup, toi? Là? Ben oui, puis honnêtement, en ce moment, je me trouve honnêtement cave de pas l'avoir dans mon top 31. Non, tu l'as pas, ok. Parce que c'est un gars qui est dans le genre... S'il était suédois, je l'aurais dans mon top 31, tu sais. Non, mais c'est con, mais c'est ça. On a tendance un petit peu, en tout cas, je parle personnellement, à peut-être sous-estimer un petit peu les gars de la Q. Mais en effet, oui.
j'ai pas grand-chose à rajouter à ce que tu as dit. Je trouve que tu as dressé un très bon portrait général du genre de défenseur qui est Cormier. Je pense que Charlottetown vise quand même gros la saison prochaine. Je pense que Cormier en fait, j'ai surtout hâte de voir comment il va réagir à ça parce que à 18 ans, il va être un pilier de cette formation-là qui vise quand même les grands honneurs. On l'a vu avec l'acquisition de Colton Ellis ce week-end. Donc, ouais, Cormier va avoir beaucoup de pression. J'ai hâte de voir comment il va réagir, mais ouais, c'est pas un mauvais choix du tout à avoir en première ronde. Je pense qu'il va sortir peut-être... Je le vois sortir 30... Tu sais, un peu... Tu sais, j'ai mis Emile Andrea 31e parce que je l'aimais beaucoup. Mais c'est le genre de gars que je vois un peu comme Andrea. Je les compare un petit peu, justement, c'est facile de les comparer. C'est une comparaison assez lâche. Mais tu sais, c'est des petits défenseurs à caractère offensif, très mobiles et tout. Donc, c'est facile de les comparer, mais je pense que c'est des gars qui vont sortir peut-être davantage en deuxième ronde, mais c'est pas mauvais non plus du tout de les avoir en première ronde. Je pense que c'est des gars qui ont peut-être pas tant de chances d'atteindre leur plein potentiel dans la Ligue nationale, mais qui peuvent rapporter gros s'ils l'atteignent, puis il y a des équipes qui vraiment vont viser ça. Donc, est-ce que ça se peut qu'ils sortent en première ronde? Ça se peut très bien. Est-ce que ça se peut qu'ils sortent fin deuxième ronde? Ça se peut très bien aussi. Ça dépend de comment les équipes voient tout ça, là. Je pense en janvier, je l'avais genre mi-deuxième ronde, puis Poirier, je l'avais genre 16e. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça change tellement au cours d'une année, là. Mais c'est ça, il m'a vraiment tombé dans l'œil, ce défenseur-là. Là. J'ai hâte de voir où il va aller, surtout. Parce que il faut qu'il se ramasse dans une équipe qui a besoin de ce genre de joueur-là pour qu'il se fasse bien développer. Là. Ça va être intéressant. Ouais. Puis avant de sauter au 23, 24e, parce qu'on va avoir une belle discussion, là, j'aimerais ça revenir, Max, sur Reichel et Mysak. On mentionnait tantôt qu'on avait déjà parlé, mais j'aimerais ça que tu reviennes, dans le fond, nous expliquer pourquoi tu l'as mis plus dans les 20e versus Pascal qui avait Reichel dans le top 15. Puis qu'il y avait Mysak, là, 16e, là, qui était quand même pas, non, c'est pas vrai. Il était 11e, Mysak. C'est quand même une bonne différence. J'aimerais ça que tu reviennes là-dessus. Ben, je vais commencer avec Reichel. En fait, si je l'ai plus tard, c'est pour la même raison que j'ai pas Stützle au 2e ou 3e rang. C'est parce que j'ai de la misère un petit peu à... Premièrement, la ligue allemande dans laquelle ces gars-là jouent, c'est une ligue qu'on apprend encore beaucoup à connaître. C'est une ligue dont on connaît pas encore vraiment tant que ça le niveau. Fait que j'ai de la misère à voir un gars qui a amassé 24 points en 42 matchs dans cette ligue-là en ayant un bon temps de glace. C'est équivalent à quoi si on compare à des niveaux de jeu dans la Ligue suédoise, dans la Liga en Finlande ou à la Ligue canadienne de hockey, à la NCAA. Tu sais, c'est les 4 dernières ligues que j'ai nommées, c'est des ligues qu'on connaît depuis longtemps, tandis que l'Allemagne, on est encore en train de la découvrir au niveau hockey. Oui, c'est une ligue d'hommes, puis Reichel, c'est quand même un de mes coups de cœur de ce repêchage-là, donc je l'ai pas fait dropper parce que je l'aime pas. Au contraire, je trouve que de l'avoir 22, c'est quand même déjà bon. Mais encore une fois, je reviens à ce que je disais pour ce qui est de Stützle. Reichel, c'est un gars que j'ai hâte de voir dans des espaces plus restreints, dans une petite patinoire. C'est un gars que j'ai peut-être de la misère à transposer au niveau professionnel en Amérique du Nord dans un style de jeu plus fermé. Donc, c'est vraiment juste pour ça, en fait, que je l'ai fait baisser parce que c'est un joueur que j'aime beaucoup. Puis comme j'ai dit, je pense que c'est un gars qui peut ramasser des rondelles autour du filet puis être dangereux quand même dans la Ligue nationale. Mais est-ce que ça va vraiment arriver? Est-ce qu'il va être capable de faire sa place sur un top 6? C'est une excellente question. Pour ce qui est de Mysak, un cas particulier dans le sens où il a été très, 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 très bon en OHL en marquant 15 buts en 22 matchs, si ma mémoire est bonne. Ouais, 15 buts en 22 matchs, on transpose ça sur à peu près 70 parties, ça en fait des buts. Ça en fait des buts.
Mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut pas juste dire, OK, on a scoré 15 ans. Tu sais, là-dedans, j'ai pas regardé son game by game, là. Peut-être que Pascal, tu vas être en mesure de m'éclairer là-dessus. C'est certain qu'il y a des matchs de 2, 3, peut-être 4 buts, tu sais. Fait que là, ça vient, tu sais, il les a eu, ces buts-là. Mais est-ce que il y aurait eu autant de gros matchs comme ça sur une longue période? Encore une fois, c'est une excellente question. Fait que là, tu peux pas venir comparer ses statistiques à lui aux statistiques de gars qui ont joué des saisons complètes dans la Ligue canadienne de hockey. Donc, encore une fois, c'est un petit peu... c'est une crainte que j'ai de ce côté-là, que j'ai de la difficulté à comparer ce gars-là à des gars qui ont joué toute la saison dans une même ligue, parce que, tu sais, il a très bien fait dans la Ligue tchèque aussi, mais encore une fois, la Ligue tchèque, c'est encore une ligue, on la connaît peut-être un petit peu plus que la Ligue allemande, mais c'est quand même une ligue qui est touchée à analyser dans le sens où Ça fait longtemps qu'elle a produit des joueurs qui étaient de qualité, la Tchèque, parce que dans les années 90, c'était une de bonne ligue. C'était vraiment une ligue, mais là, ça fait longtemps que les Tchèques ils vont dans les autres ligues que celle-là. Exact, fait que c'est quand même difficile d'analyser cette ligue-là, au même niveau que c'est difficile d'analyser la ligue allemande. Donc, c'est pour ça que Mysak, je reconnais son potentiel. Il y a un potentiel de marqueur certain. Là. C'est un pur marqueur de but, comme il s'en fait pas tant que ça. Mais est-ce qu'il a été avantagé par sa situation de jouer moins de matchs? Parce que, il a joué moins de matchs dans la OHL, dans la Ligue canadienne, mais avant ça, il en avait joué quand même dans la Ligue tchèque. Donc, c'est beaucoup de questions, puis dans un sens, tu veux pas perdre ton choix de première ronde, tu veux y aller des fois avec des choix plus sûrs. Puis Mysak, c'est loin d'être un choix sûr, mais c'est un des joueurs qui a beaucoup d'upside offensif aussi. Donc là, encore une fois, ça dépend des visions. C'est pas un joueur sur qui j'ai trippé, donc je l'ai fait descendre par conséquent, mais c'est un joueur, puis je le reconnais à 110%. Il va peut-être connaître toute une carrière dans la Ligue nationale. Ben, on en a parlé plus tôt un peu avec Pascal qui l'avait sorti 11e. 14. Mysak, c'est 11e. Ouais, c'est ça. Mysak, 11e. On en avait parlé plus tôt. On dirait que c'est comme, il y a comme deux options, là. C'est soit que l'échantillon étant trop petit avec sa présence courte en OHL qui pourrait dropper au classement, ou son échantillon petit est tellement de qualité que les gens vont comme faire, ouais, il y a du potentiel, on va le repêcher haut. C'est un peu dur comme de statuer où ce joueur-là va sortir. Oui, c'est dur. Puis, tu sais, ça aurait vraiment aidé qu'il passe toute la saison dans la OHL. Mais vu que le draft va être probablement en octobre, tu sais, on va probablement avoir un petit échantillon de début de saison l'année prochaine pour évaluer. Ça va peut-être aider pour son repêchage. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, les séries auraient tellement bien fait pour l'évaluer, lui, là. Ça aurait vraiment, vraiment bien fait dans CHL. Effectivement. Mais bon. Ouais, ça aurait donné quelques matchs de plus à l'échantillon d'évaluation, effectivement. Ben, tu sais, on s'entend qu'il a quand même été scouté en Ligue tchèque, mais je veux dire, je pense que la connaissance de ce joueur-là se fait plus en évoluant dans la OHL que dans la Ligue tchèque. Là. On s'entend. Ouais, puis tu sais, les combines auraient bien fait aussi. Le combine national, mais aussi les combines personnels que les équipes comme le Canadien ont en Europe. Je pense que ça aurait vraiment, vraiment aidé pour évaluer vraiment son potentiel. Puis son attitude, comme je parlais de petits problèmes d'attitude peut-être là au niveau de son implication mentale sur la glace. Là. Mais c'est sûr. Fait que il y a probablement il va sortir entre les deux, c'est-à-dire entre le 22 puis le 11, c'est-à-dire fin 10, là, fin 10, la première dizaine. Là. Super. Ben, ce qui est intéressant pour le prochain choix, en fait, c'est le 23e de Pascal, mais c'est aussi le 24e de Max, puis on est pas mal rendu là dans l'ordre. Donc, pour une des rares fois dans le top 31 de nos deux chers amis, on va parler du même joueur en même temps. Les gars, je vous laisse la parole. Parlez-nous de ce monsieur Peterka. JJ. Mais écoute, comme tu as l'air d'être en amour un petit peu avec les beaux Allemands, ben je vais te laisser parler du bel Allemand. OK. Dans le fond,
Pour Peterka, moi, ce que j'aime beaucoup, bon, c'est un gars tout en mobilité, dans le fond, il est vraiment, vraiment un marchand de vitesse en ligne droite. Peut-être un peu moins au niveau de la latérale, dans le fond, peut-être un peu d'habilité. Mais sérieusement, il est vraiment impressionnant à avoir volé sa glace. Il a manqué un peu de production au niveau de la Ligue allemande comparativement à Reichel puis Stützle. Mais j'aime beaucoup son potentiel offensif. C'est un gars qui est vraiment instinctif, donc il est sujet aux erreurs puis au revirement et tout, mais une fois qu'il va avoir pris de la maturité, watch out, parce que j'aime beaucoup le comparer à un mélange de Tomáš Tatar puis Maxime Afinogenov. Ce que j'aimais pas de Maxime Afinogenov, c'est qu'il prenait des chances puis ça marchait jamais. Mais lui, il prend souvent des chances, mais ça marche. Peterka, il va, dans le fond, son jeu est basé sûrement sur sa vitesse. Souvent, ce qu'il va faire, c'est que un peu comme Stützle le fait, il va être en périphérie, il va attendre les erreurs des défenseurs pour utiliser son tir ou bien une passe pour faire vraiment une chance de marquer. Mais par-dessus tout, ce que j'aime, c'est la relance. Dans le fond, si tu veux faire une entrée de zone réussite, tu lui donnes la rondelle. Il va être capable de vraiment véhiculer entre les défenseurs pour entrer en zone adverse. C'est rare qu'il va domper dans le fond. Il est vraiment capable de rentrer dans la zone, de rester là, d'attendre ses coéquipiers, et après ça, construire une attaque avec en faisant ça. C'est ça, comme je disais, c'est un gars vraiment instinctif, mais il va falloir qu'il prenne la maturité dans son jeu parce que il va se faire ramasser dans la Ligue nationale si il garde ce genre de jeu-là, comme Afinogenov se faisait ramasser. Mais c'est pas mal ça. C'est pas mal ce que j'avais à dire dans le fond. Puis en situation défensive, il est pas super bon. Mais c'est ça, le chum JJ, là, c'est un des plus mystérieux joueurs de ce draft-là parce que 11 points en 42 matchs en DEL, ben premièrement, on sait pas ce que ça vaut. Comme je l'ai dit plus tôt sur des espoirs allemands, on a de la misère à évaluer qu'est-ce que ça vaut des points dans cette ligue-là. Mais si on va au-delà des points, ben c'est le talent, comment il va être en mesure de s'établir en Amérique du Nord après ça. Parce que là, c'est bien beau, je l'adore. Adorer, c'est trop gros comme mot. Je l'aime bien, mais il y a eu 11 points en 42 matchs en DEL. Il n'y a pas eu beaucoup de temps de jeu. C'est très difficile à évaluer. C'est pas comme un gars comme Raymond qu'on voit arriver depuis des années. Puis que là, on est capable de dire, ouais, mais c'est à cause de ceci a fait cela, qu'il n'y a pas eu beaucoup de points. Lui, on le connaît pas, Peterka. On ne sait pas qu'est-ce qui fait qu'il n'a pas été en mesure de produire tant que ça. Donc, pour ça, ben, je l'ai fait glisser un petit peu parce que au départ, dans mon premier mock, pas mock draft, excuse. Dans mon premier ranking, je l'avais, c'était-tu 16e? C'était 16 ou 18e, je pense. Je l'avais autour de 18 aussi. Parce que il y a un talent. Il y a un talent, puis ben c'est le fun à regarder aller des talents, là, un dynamisme comme ça. Tu sais, ce que j'ai écrit dans je sors mes feuilles, là. Il y a un talent et des habiletés qui attirent l'attention. C'est clair, ça, là. Il y a de quoi qui attire l'œil, un peu à la Stützle, là, qu'il y a de quoi, il y a un dynamisme qui capte l'attention. Il est capable de se défaire à lui seul de plusieurs opposants. Puis là, je parle qu'il n'a pas joué tant que ça, mais il a quand même montré des belles choses, puis je pense qu'on parle pas assez de lui. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est son upside offensif. Puis tu sais, c'est facile à dire, là. C'est quelque chose, on en parle souvent en gag dans notre petite conversation de groupe, mais boomer bust, tu sais. Mais tu sais, j'ai vraiment la misère à savoir où il va sortir à cause justement du boomer bust. Parce qu'il y a du monde qui va avoir peur de ça, de la difficulté d'évaluer vraiment son talent, malgré le fait qu'il a vraiment dominé au championnat du monde. Ben, pas dominé, mais tu sais, qu'il a été bon au championnat du monde. Tu sais, il pourrait se rendre en deuxième ronde, ça m'étonnerait, mais on le voit de temps en temps dans les tops du monde là, qui peut se rendre au début de la deuxième ronde. Puis moi, je le vois plus comme un joueur complémentaire en offensive, quelqu'un qui va compléter un duo de joueurs, là, qui va être capable de jouer avec n'importe qui. Mais il va falloir qu'il augmente aussi son niveau d'effort. Des fois, il se laisse glisser un petit peu, mais tu sais, ça, il est jeune. Là. C'est bien normal. Mais tu sais, dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, on se dirige un peu plus vers des troisièmes trios offensifs. Puis je pense que ce genre de gars-là pourrait bien fitter sur un 3. Si ça marche pas sur un top 6, s'il n'y a pas le talent, le upside offensif de se rendre sur un top 6, ben je pense que ça pourrait être le genre de gars qui produit bien sur un troisième trio comme complément, justement, là. Ouais.
Donc, Pascal, pour le 24e, ton 24e, j'aimerais ça que tu nous en reparles parce que dans l'autre capsule, tu en avais parlé un petit peu, parce que Max l'a au 12e rang, ce qui est quand même le double de ton ranking. Ouais. Puis j'aimerais ça que tu reviennes sur Monsieur Gunler. Oui, Monsieur Tu Noël. nous en parles un petit peu. Oui, Monsieur Noël Gunler. Oui, j'aime bien ça l'appeler Gunler pour dire gun parce que sérieux, il y a tout qu'un tir. Mais c'est bon. je vais vous en reparler de ça, comme tu dis. Dans le fond, c'est mon accent de Québec, ça. C'est correct. Entièrement de ma faute. Bref, au niveau de Gunler, ce que probablement qu'il était un peu trop bas dans ma liste, mais bon, c'est bien correct. Il y avait beaucoup de rumeurs sur son attitude. C'est un peu pour ça que je l'ai mis un peu loin. Mais ça a été démenti dernièrement, comme quoi il y a une très bonne attitude. C'est juste que sur la glace, il manque un peu de maturité. Tu sais, c'est un gars qui est pas bébé gâté, c'est vraiment pas ça, mais qui va bourrasser un peu des fois. Puis ça me titille un peu, tu sais. Parce que moi, sur la glace, je fais ça aussi, puis ça m'énerve quand je fais ça. Fait que fait que ça m'affecte tout le temps quand je vois quelqu'un qui m'affecte à moi. Fait que, ouais. Fait que, c'est un gars quand même très compétitif. Fait que d'après moi, ça sera pas trop long qu'il va catcher puis qu'il va que sky is the limit dans le fond, là, qu'il va se ramasser sur un top 6 de la Ligue nationale de hockey parce que il est quand même un bon gabarit, 6 pieds 2, 174 livres. En plus, c'est un droitier, ce que le monde aime vraiment beaucoup. T'es un peu vieux, mais 7 octobre, c'est pas grave. Là. Donc, j'aime beaucoup le fait aussi qu'il est capable de se faire oublier sans glace, un peu comme Caulfield, dans le fond. Tu sais qu'il va marquer un but. Là. Tu sais que tout ce qu'il fait dans sa vie, c'est marquer des buts, mais tu réussis à l'oublier. Parce que c'est pas parce que tu l'oublies, c'est parce qu'il est capable de se faufiler dans la défensive. Puis bon, en fin de compte, il y a une passe à la palette, puis il t'a score. Fait que, tu sais, pourquoi il est 24e, c'est vraiment juste à cause du fait que son attitude... C'est un beau more bust. Ouais, c'est un beau more bust. C'est à la glace. En défensive, il est pas motivé pendant tout, mais... c'est ça. Puis il est pas très rapide non plus, ni agile. J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire au niveau durant la pandémie. Probablement qu'il a travaillé beaucoup là-dessus. Donc l'année prochaine va être vraiment intéressante pour lui. Mais je pense que tu avais un bon exemple aussi concernant son attitude. Tu disais que ça avait été rétorqué par la famille, mais dans tes visionnements, plus tôt, tu parlais là, d'un exemple qui t'avait frappé les yeux. J'aimerais ça que tu reviennes là-dessus. Ouais, dans le fond, un match que j'ai regardé au niveau de... Quand je dis qu'il va bourrasser, ça arrive des fois, c'était arrivé quand je l'ai regardé jouer qu'il tapait sur la glace pour avoir la puck. Le gars, il a pas lancé la puck. Ça aurait probablement fait un but, sérieusement. Il a pas passé la rondelle, puis en fin de compte, il a tiré, puis ça a été bloqué, puis le jeu est mort. Puis son dernier coup de bâton sur la glace était un peu plus fort que le reste, puis on l'a vu. On le voyait qu'il y avait sacré, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'énerve un petit peu. Mais sinon, ça va venir avec l'âge, il n'y a pas de problème. Puis à jouer avec des meilleurs coéquipiers aussi, probablement, ça va venir. C'est sûr. Puis tant qu'à être dans la thématique des Suédois, je sais qu'on en a parlé récemment, mais je voulais voir avec toi, Max, pour ton 25e choix, avais-tu des choses à rajouter sur... Monsieur William Wallinder. Ouais, Wallinder, c'est un gars qui est comme j'ai dit, c'est un gars qui est un peu dans le moule d'un LJ Grant, puis il n'y a pas vraiment de raison autre que le feeling qui fait que je place Grant plusieurs rangs avant. C'est vraiment une question de feeling, puis Wallinder, on en a parlé tantôt, mais c'est des difficultés en défensive qui sont peut-être... Est-ce que ça va se régler? Ça se peut très bien que ça se règle puis que ça se passe bien pour lui, mais en ce moment, j'ai comme de la misère à le mettre plus haut que le 25e rang par rapport au coup de cœur qui s'en va. Tu sais, je nomme les choix que j'avais: Peterka, Mysak, Rakor, Bourque, Amirov, Goulet, Grants, Mercer. Il n'y a pas de gars là-dedans que je vois être dépassé par Wallinder. Tu sais, Fait que, est-ce qu'il mériterait d'être top 20? Ben, sûrement. Mais je vois pas il prendrait la place de qui, donc c'est pour ça que j'ai fait un choix. Exact, il faut faire des choix, puis c'est une question de choix. C'est un top 31, un ranking top 31, c'est juste ça, des questions de choix que tu te dis tout le temps, ok. Mais tu sais, peut-être que
les seules personnes que je verrais dépasser, c'est peut-être Peter Cup et Reichel, dans le sens que je suis tellement incertain par rapport à ces gars-là que peut-être que Wallner pourrait passer en avant d'eux éventuellement dans mon top à cause de l'incertitude, de la peur un petit peu, mais à part ça, je pense qu'il y a un bon... il y a un solide potentiel, mais je pense que dans la Ligue nationale d'aujourd'hui où les coachs se doivent vraiment d'établir un bon système de jeu défensif, un gars comme Wallinder, si les choses se règlent pas rapidement, ça va avoir de la difficulté à se trouver une place, là. Ouais. Effectivement. Puis quand on parle, je vais surfer là-dessus pour m'aligner vers le 25e choix de Pascal, parce que je pense qu'on va avoir une belle discussion là-dessus. Je pense que c'est un joueur qui soulève beaucoup de débats à travers les blogs, à travers les experts en recrutement, à travers beaucoup de gens sur la twittosphère, Facebook, peu importe, à travers les fans, honnêtement, de hockey en général. Je mets ça gros, mais vous allez comprendre pourquoi. Au 25e rang, Pascal, j'aimerais ça que tu nous parles de Hendrix Lapierre. Ah oui. Que Max a mis un petit peu plus loin, mais j'aimerais ça qu'on en parle parce que je pense que c'est un cas assez intéressant à parler, surtout que c'est un joueur de la LHJMQ. Mais je vais te laisser la parole, Pascal, parce que je sens que ça va être intéressant la discussion qui va en sortir de ce joueur-là. C'est un joueur que c'est clair que son talent il est plus haut que ça. Son talent, il mérite d'être dans le top 15, mais c'est le risque par rapport à prendre ce joueur-là qui fait en sorte qu'il va dropper dans les listes. Ça se peut très bien qu'une équipe qui le prenne avant ça, malgré les risques à cause de ses blessures. T'sais, avec les nouvelles informations qui est sorties dans les 2 derniers mois concernant ses commotions cérébrales, il aurait juste fait une commotion cérébrale, puis après ça, il y a eu des blessures au cou, si je me souviens bien. Tous les syndromes qu'il y a eu, les symptômes, bref, post-commotion qu'il y a eu, ça serait par rapport à une blessure au niveau des disques cervicales. Donc, si c'est vraiment le cas, c'est quand même une bonne nouvelle parce que avoir trois commotions cérébrales à son âge en 1 an, c'est quelque chose. C'est pour ça que je l'ai mis 25e. Parce que sinon, il serait top 15 là, parce que il y a tout. Hein, il y a quasiment tout. Il mesure 6 pieds, il est 181 livres, il est dans la moyenne. C'est un gars excessivement intelligent, avec une vision vraiment hors pair, des bonnes mains, pas les plus spectaculaires. Dans le fond, c'est pas lui qui va te sortir 3 fois par match une feinte qui va déboîter les hanches d'un défenseur. Là. Mais son intelligence est vraiment impressionnante. Dans le fond, malgré le fait qu'il soit pas le plus rapide, il y a tout le temps un pas d'avance sur tout le monde parce qu'il anticipe vraiment bien le jeu. Yeah. Ensuite, je dis qu'il est pas rapide, mais c'est quand même un patineur qui est plaisant à voir jouer parce qu'il est vraiment agile, il flotte, il est comme vraiment, c'est pas une ballerine, là, mais il est fun à voir jouer, là, c'est plaisant de le voir jouer, là. Il te fera jamais mal, dans le fond, c'est un gars qui aime vraiment ça, contrôler le jeu. Puis il joue très bien dans le système, il est capable quand même d'en déroger pour sortir des occasions de marquer. Mais même s'il sort du système de jeu, il te fera pas mal, il créera pas de revirement. Ça arrive des joueurs qui vont en faire, comme n'importe qui, mais il est super bon pour protéger la rondelle. Après ça, pour réparer ses erreurs. Dans n'importe quelle situation, il va se démarquer. Et puis aussi en récupération de rondelles, c'est un gars qui va créer le chaos chez l'adversaire, qui est capable de créer des revirements puis de récupérer en rondelle avec ça. Donc là, ce que j'ai pas aimé de lui cette année, parce que je veux pas, il est 25e, oui, c'est blessure, mais c'est sa production offensive qui était un peu en deçà de ce qu'on pouvait s'attendre. 2 buts en 19 matchs, si je me souviens bien, ça arrive les débuts de saison qui sont un peu moins hot. D'après moi, après Noël, s'il avait joué avec toute la force offensive qu'il y avait avec les Saguenayens, ça aurait été vraiment hot à voir. L'année prochaine, avec Mercer, ça va vraiment être intéressant. Mais c'est pas mal ça que j'ai à dire. Dans le fond, il y a tous les talents. Il reste juste à s'assurer qu'il n'y a pas de répercussions de ses blessures. J'aime beaucoup le comparer à Ryan Nugent-Hopkins ou à un meilleur Antoine Vermette, mettons. Mais ouais, c'est ça. Je l'aime pas mal. Ouais, tu dis un meilleur Antoine Vermette. Pour moi, je le comparais justement à un Antoine Vermette où j'ai mentionné Philippe Danault plus tôt. Je pense que ça peut être quand même dans le même style aussi. Dans le sens que même peut-être son upside, je sais même pas s'il est aussi bon que lui de Philippe Danault. Pour moi, en fait, ouais, son upside ressemble, il doit ressembler à celui d'un Philippe Danault. Moi, pour moi, je le vois. Je pense, là. Mais, hein?
Offensivement, il est un peu plus intelligent que Dano, mettons. Ouais, très bonne vision du jeu. Très bonne vision du jeu. Je pense que éventuellement son upside, je le vois peut-être comme un bon deuxième centre, mais je le vois surtout comme un excellent troisième centre plus qu'un deuxième. Puis pour ça, moi, je le fais glisser plus tard en première ronde. Mais tu sais, c'est sûr que c'est tellement difficile de l'évaluer avec la saison que... je dis la saison qu'il y a eu. La saison qu'il n'y a pas eu, dans le fond, là, ça devient excessivement difficile de l'évaluer. Si c'est difficile d'évaluer un MySac, c'est vraiment dur d'évaluer un Lapierre qui a joué en bas de 20 games, tu sais. Ouais. Parce qu'on s'entend que Lapierre, quand on regarde ses performances à la Linka Gretzky Cup, c'était vraiment hot. Honnêtement, Lapierre, il y en a plusieurs qui le classaient top 10. Là. Puis on salue David, collaborateur, mais qui le tient en très grande estime. Puis honnêtement, c'est justifié là, de le tenir en grande estime parce qu'il s'enlignait pour une très bonne saison en étant très bien entouré à Chicoutimi, je pense. Malheureusement, c'est ça. On a un échantillon qui est quasi nul. Ça fait qu'il chute, mais tu sais, même Marc n'a pas eu un bon début de saison. Fait que tu sais, d'après moi, c'était plus m'amener l'équipe comme catcher, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils fassent, puis ils ont commencé à produire. Là. Mais j'aurais vraiment aimé ça de voir toute la saison. Sérieusement, c'est vraiment dommage. Mais tu sais, selon vous, est-ce que le facteur blessure va vraiment impacter son rang au point que là, on en a qui le sortent de la première ronde, tout simplement. Là. Ça va impacter? En janvier, moi, je l'avais sorti de la première ronde, si je me souviens bien, mais je l'avais mis vraiment à la fin de première ronde. Mais avec les nouvelles, dans le fond, concernant sa blessure, ça m'a comme encouragé à la remettre un peu plus tôt là, dans mon top. Mais c'est non seulement les blessures, mais aussi le fait qu'on l'a pas vu, tu sais. Ouais, c'est ça. T'sais, pour moi, est-ce que les blessures, c'est vraiment une chose, mais le fait qu'on soit pas vraiment en mesure d'évaluer sa progression, sa courbe de progression tout au long de la saison, ça devient quand même un énorme point d'interrogation au même titre que les blessures. Fait que là, ça fait 2 énormes points d'interrogation. Fait que, tu sais, je pense quand même qu'il va sortir en fin de première ronde, mais je serais vraiment pas tant surpris non plus que ça soit en début deuxième. Moi non plus. C'est décevant quand même parce que le jeune il était bien parti pour sortir top 10, puis on s'entend que, je veux dire, puis là on est vraiment dans l'hypothétique, mais s'il avait joué la saison complète avec les mêmes types de performances qu'il offrait à la Linka, si on parlait d'un choix top 10, on parlait de possiblement un premier choix pour le Canadien. Là. Puis là, ça aurait explosé. Là. On s'entend? Ça aurait explosé. Là. Ça aurait pu arriver. C'est quand même... C'est ça. C'est quand même décevant. C'est décevant pour ça. Rendu là, on rit de l'expression boss turbo, mais je veux dire, Lapierre, il devient un risque, mais il pourrait un high reward, comme on dit en anglais, avec un excellent accent anglais, mais ça peut devenir vraiment un gros pari là, en fin de première ronde, début de deuxième. Là. Absolument. Alors, s'il se rend au 39e choix, c'est-à-dire le premier deuxième choix du Canadien, c'est clair que c'est lui qu'il faut. S'il est encore disponible, il faut que tu le prennes. Je serais surpris de 39, par contre. Ah oui, si, je serais vraiment surpris, ça me donnerait. Ça 39, le choix du Canadien, mark my words, ça va être Émile Andrea, le chum André. Ah, ben là, je serais content. À ce moment-là, on va savoir comment prononcer son nom comme du monde avec notre ami Pierre. Au Québec, ça va être bien simple, ça va être le chum André. Le chum André, on peut le surnommer comme ça va être lancé. On va lancer un trending. Mais blague à part, on va poursuivre avec le 26e choix. Je vais y aller avec Pascal qui va d'un autre choix de la LHJMQ. Ouais, Jérémy Poirier, comme je disais tantôt, je l'avais mis vraiment plus tôt au début de l'année, en janvier, parce que j'avais vraiment aimé le match, ou les 2 matchs, je crois que j'avais vu à la TV. Mais à force de regarder jouer, il a baissé un peu dans mes listes, mais ce que j'aime beaucoup de lui, c'est tout son potentiel offensif. T'sais, c'est vraiment, en offensive, il y a les mains, il y a le tir, il y a la vision pour contrôler le jeu.
Il est capable d'influencer la pochette défensive avec toute sa technique. Sa technique de patin, faut qu'il travaille là-dessus sérieusement parce que ce soit par l'avant ou l'arrière, sérieusement, son jeu de jambes est un peu déficient. Il manque de puissance aussi. Ses pivots sont pas top. Donc, tu sais, sérieux, pour un défenseur offensif dans la nouvelle Ligue nationale, il va falloir qu'il travaille sur son jeu de jambes sérieusement. Au niveau des comparables, tout le monde le compare à Thomas Chabot, mais je comprends pas. Il est pas tout pareil à Thomas Chabot, là. Je comprends pas pourquoi le monde... On espère qu'il arrive à un Thomas Chabot au niveau du talent offensif qu'il a, mais je pense pas qu'il va arriver là. Tu sais, quand il est dans un bon match, là, Poirier, il va monter en rondelle, ça va bien aller, la rapidité, il va déjouer tout le monde, va être capable de scorer, pas de problème. Mais une chance que William Villeneuve avec lui pour y sauver en défensive. Tu sais, oui, Villeneuve a beaucoup de travail à faire en défensive, mais sérieusement, il apprend beaucoup des erreurs de Poirier pour le backer. Donc, tu sais, pas vraiment d'autres affaires à ajouter de Poirier. Il y a beaucoup de risques à sélectionner ce joueur-là pour l'avenir, pour son avenir, mais je pense qu'il a une bonne attitude, puis il va être beau à voir pareil, je crois, là, dans les prochaines années. Je suis quand même d'accord, personnellement, Poirier, pour les défauts que tu as énoncés, ben, je l'ai pas dans ma première ronde, puis même que je me demande, j'ai pas continué mon top au-delà du 31e choix, mais je me demande si en bout de ligne, je pense que Villeneuve aurait peut-être sorti dans mon top avant lui. Dans le sens que Villeneuve a rendu pour... sans rendre nécessairement Poirier meilleur, ben il l'a sauvé pas mal. C'est fou. Ah, il est sous-estimé, puis moi je vois du monde penser qu'il va sortir 4e, 5e ronde. Moi, je mettrais bien de l'argent. Je mettrais peut-être pas tant de l'argent que ça à la table parce qu'à un moment donné, j'étais un étudiant puis j'ai mes limites, là. Mais je mettrais peut-être un petit peu d'argent mettons un petit dîner, là. Un petit 15$, je sais pas. Ouais, 15$. Peut-être 20. Je mettrais 20$. Je mettrais 20$ à la table que Villeneuve va sortir en 2e ronde. Mais là, je sais pas pourquoi j'en parle parce que là, on est dans un top 31, pas dans un qui va sortir en 2e ronde. Mais je pense pas que... Ben, en fait, peut-être que Poirier va sortir en première ronde dans le sens que, comme tu le dis, ben, veut pas, il y en a un upside offensif énorme. Puis ça se défend très bien de dire qu'il va sortir en première ronde. Même, il pourrait sortir top 20. S'il y a une équipe qui se dit, OK, ce gars-là, il y a peut-être une équipe qui voit en lui beaucoup plus gros ses qualités que ses défauts, puis ça se défend super bien. Tu sais, je vais jamais cracher sur une équipe qui le prend en première ronde, puis même top 20, top 25, je m'en fous. Parce que, ben, un défenseur avec un talent offensif, avec un flair offensif comme ça, ben, écoute, il y en a pas tellement. Puis surtout, avec lui, il a un bon gabarit. Puis, dans un bon système de jeu, ben, on sait pas ce que ça peut devenir. Fait que, Yes. Puis début 2e ronde, je pense que ça peut devenir un excellent choix. Puis même fin première ronde, je pense que c'est un très bon choix aussi. Tu sais, c'est juste qu'encore une fois, ben, en fin première ronde, tu sais, dans mes 2 derniers choix, j'étais allé avec des chouchous. Ça fait qu'il n'y a pas de place pour Poirier, malheureusement. Mais s'il sort en fin première ronde, ben, je vais absolument comprendre l'équipe parce que le upside offensif, ben, veut pas, c'est extrêmement important. En première ronde, souvent, tu y vas avec le gars que tu te dis, il a le plus de chances de devenir une vedette. Puis, Poirier, j'utilise malheureusement l'expression qu'on déteste tant, mais boomer bust. C'est ça. mais Poirier, je pense que ça s'applique vraiment super bien à lui, tu sais. Parce que jamais ce gars-là va être un... En tout cas, si oui, ben je m'excuse à mon chum Jérémy Poirier, mais je pense pas que ça va être un gars qui va jouer sur une 3e paire, tu sais. On s'entend, là? Non, je pense pas non plus. Fait que peut-être sur un top 4 avec du temps sur le power play, mais tu sais, je pense que si ce gars-là joue, c'est sur un top 4 puis avec un rôle offensif. Ben d'accord. Ben, dans ce cas-là, si t'as pas Poirier dans ton top 31, au 26e rang, assurément t'as quelqu'un d'autre, mais cette discussion-là va être intéressante au même titre que Peterka, parce que Max, ton choix
au 26e rang est le même qu'au 27e rang pour Pascal. Ah ouais? Donc, on va débattre sur ce choix-là. On va parler de Jacob Perreault. Max, la parole est à toi, puisque tu l'as mis au 26e rang. Écoute, moi, en fin de première ronde, je pense que, puis tu sais, je suis pas dans le secret des dieux, là, je suis un gars qui aime bien écouter du hockey puis scotter pour le plaisir. Mais si j'étais un directeur général dans la Ligue nationale de hockey, en fin de première ronde, j'irais avec des choix safe. Tu sais, dépendamment aussi de la situation de mon équipe puis tout, là. Puis Jacob Perreault, je pense que c'est un des choix très safe de cette première de cette première ronde-là, dans le sens que ce gars-là, je pense honnêtement, je suis certain que ce gars-là va faire la Ligue nationale. Là, encore une fois, je mettrais de l'argent là-dessus, puis je pense que il va devenir un très, très, très bon joueur de troisième trio. Est-ce que je le vois sur un top 6? Peut-être, mais davantage sur un troisième trio, parce que il y a un potentiel offensif, mais pas un potentiel offensif des meilleurs de ce repêchage-là. Par contre, je pense que c'est un gars qui va être capable de... en fait, je pense que je vais le comparer à Lars Eller. Pas dans le style de jeu, encore une fois, nécessairement, mais dans le sens du gars qui est capable d'avoir sa bonne chaise sur le troisième trio, mais qui est capable aussi de remplacer sur un top 6, d'avoir un bon impact offensif sur un top 6, mais que sa chaise, c'est vraiment sur un troisième trio dans la bonne formation, qui est capable en série de tirer son épingle du jeu justement sur un troisième trio. Donc, c'est ça. Je pense que Perreault, c'est un gars qui peut jouer autant au centre qu'à l'aile, puis que ça va il servait beaucoup dans la Ligue nationale. C'est pas le plus grand, mais il est quand même difficile à tasser. Il se laisse pas imposer. Je pense que ça va y servir beaucoup également tout au long de son développement. Puis, ouais, c'est ça. Fait que Jacob Perreault, 26e, parce que, en une phrase, là, c'est pourquoi je l'ai mis 20e, c'est parce que je suis pas mal certain qu'il va jouer Ligue nationale, mais je suis pas certain qu'il va avoir un impact offensif si élevé, quoique c'est très possible. Moi, je l'ai mis 27e, un peu comme toi, de dire, en fin de première ronde, j'ai comme écoulé mes préférés. Tu sais, écoulé mes joueurs que je trouve que qui sont bons. T'sais. Pour Perreault, il y a une capacité élite, puis c'est son tir. Il y a tout qu'un shot. Puis ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il est 5'11", 190 livres. Comme tu as dit, quand 198 livres, il est dur à tasser. C'est vraiment dur de le mettre en échec sur le jeu. J'aime beaucoup le comparer à Michael Ryder. Si vous vous souvenez de Michael Ryder, c'est un gars qui avait un tir vraiment, vraiment hot, mais qui avait une accélération vraiment bonne aussi. Jacob Perreault, c'est pas le gars qui a la vitesse de pointe la plus élevée, mais son accélération est vraiment intense. Ça fait en sorte que vraiment dans les batailles rapprochées, ça va vraiment beaucoup l'aider en récupération de rondelles. Puis à partir de là, c'est pas le gars que tu veux voir construire des jeux, parce que sérieusement, c'est pas qu'il n'y a pas une bonne vision, mais c'est pas un excellent fabricant de jeu. Dans le fond, il est mieux de donner la rondelle à quelqu'un, foncer au net, puis faire dévier ou se mettre en position dans un gap, dans le fond, dans un espace libre, puis la mettre top net. T'sais, en défensive, il est pas top, il est pas mauvais, mais je pense qu'il est sous-estimé un peu à ce niveau-là parce qu'il jouait pas dans une bonne équipe cette année. Si je me souviens bien, Sarnia était pas super bon. Je pense que sa colonne des moins est vraiment, vraiment exécrable. Mais ça veut rien dire. Dans un système de jeu, je pense que ta vision des choses, c'est-à-dire sur un troisième trio, est vraiment bonne parce qu'en plus d'utiliser son accélération puis son tir, mais il est capable de naviguer dans un système de jeu, capable d'appliquer des systèmes. De vraiment suivre son homme puis utiliser son tir vraiment quand qu'il faut. Mais pour l'instant, on l'a pas encore super vu à cause de l'équipe dans laquelle il est. Puis est-ce que c'est un choix certain pour la Ligue nationale? Écoute, il y a un tir élite, il y a une bonne accélération. Je pense que ça se pourrait se faire sérieusement. Est-ce que je mettrais l'argent là-dessus? Peut-être pas, c'est pour ça que je l'ai mis 27e. Mais j'ai bien hâte de le voir aller. Ses capacités physiques aussi sont intéressantes. Donc, en plus, il y a les gènes. Fait que pourquoi pas. Ouais. Il est droitier en plus. Puis toi, Max, au 27e rang, vu que Pascal a mis Perreault, tu mettais qui? Je pense qu'on y va avec un défenseur. Ouais, le défenseur Braden Schneider, qui est un cas sans être, j'allais dire, controversé. C'est pas tant ça, c'est juste qu'il y en a qui le voient beaucoup plus gros que d'autres. Pour ma part, je le vois un petit peu comme un Goulet, un gars qui, je pense, va être capable de s'établir dans la Ligue nationale pas mal assuré.
un choix safe, mais il sera jamais une vedette. Puis je pense que son potentiel offensif, sans dire pas nécessairement le potentiel offensif, mais son potentiel all-around est peut-être un peu moins grand que celui d'un Goulet. Donc, c'est pour ça que je l'ai fait glisser au 27e rang, d'autant plus que lui, il jouait sur son année junior de 18 ans, ce qui est venu vraiment faire une différence dans mon choix. C'est un gars qui est bon partout, tu sais, un bon gabarit, est mobile, capable de produire quand même offensivement, amasser des points. Il a produit des choses, produit des étincelles cette année dans la CHL. C'est un gars, en fait, qui pourrait sortir autant 15e que 28e. On ne le sait pas dans le sens où, moi, je préfère Goulet à lui, mais c'est certain qu'il y a plein de monde qui préfère lui à Goulet. Ouais. Fait que, ça se défend très bien de le voir avant Goulet, puis je comprends, mais pour moi, j'aime plus le potentiel all-around de Goulet. Mais lui, il va arriver probablement plus tôt dans la LNH dans le sens où, en étant cette année sur son année de 18 ans, il va jouer sa dernière année de l'année prochaine à 19 ans. Puis là, à 20 ans, il va arriver chez les pros avant Goulet. Ça, c'est inévitable. Parce que Goulet va jouer à 19 ans dans la CHL pendant que lui va jouer à 20 ans chez les pros, que ce soit, d'après moi, ça va être dans la Ligue américaine. Mais après ça, s'il joue un avant dans la Ligue américaine, il va probablement jouer avant dans la Ligue nationale aussi. Donc, une équipe qui est peut-être un petit peu pressée d'avoir du renfort pourrait être tentée d'y aller vers Schneider davantage. Mais je pense que, autant Goulet pourrait finir meilleur que Schneider, autant Schneider pourrait finir meilleur que Goulet. Là. Je pense qu'il n'y a pas tant de différence vraiment entre le potentiel des deux joueurs. Mais j'ai une préférence pour Goulet, puis le contraire est parfaitement défendable aussi, là. Schneider, je l'ai au 39e rang. Au début de l'année, je le voyais vraiment plus haut que ça. Et à force de faire des visionnements des autres défenseurs, mais il a commencé à descendre. Dans ma liste. Je le vois vraiment comme un très bon défenseur two-way. Dans le fond, il est bon partout, comme tu dis, il joue tout le temps tête haute, bonne mobilité, pas le plus physique, mais quand même, il peut s'imposer physiquement. Pourquoi j'ai mis Goulet avant lui, c'est vraiment à cause que Goulet, son physique, l'aspect physique de son jeu est élite comparativement à lui. C'est quasiment le même défenseur, sauf que Goulet, il est meilleur sur ce point-là. Peut-être que Schneider est plus safe, mettons. Mais c'est pour ça que je le mets un peu plus loin. J'ai pas grand-chose à ajouter sur ce que tu as dit, outre le fait que c'est un bon joueur. C'est un bon pick. Tu le prends, t'es content, mais c'est pas lui qui va te faire le top 5 de la semaine, mettons. Goulet peut. Pour poursuivre sur la discussion des défenseurs, Max, je vais te laisser poursuivre avec ton 28e choix. Yes, un choix des plus intrigants, Justin Barron. Lui, il y a un an, là, on se ramène dans le temps, il y a un an, lui, il était vu très gros. Il y a eu un problème avec un caillot de sang dans l'épaule cette année qui a un peu gâché sa saison. Fait qu'évidemment, il a descendu. C'est un peu une histoire à la Lapierre, dans le fond. Ça reste un excellent défenseur. Je serais vraiment pas surpris qu'une équipe prenne une chance avec lui en première ronde et c'est pourquoi je l'ai mis 28e. Je pense qu'il y a un meilleur potentiel offensif, lui, que Goulet et Schneider. Mais encore une fois, il y a tellement un énorme point d'interrogation dans son cas dû à son problème de santé que j'avais comme un petit malaise à le mettre avant Goulet, Schneider et compagnie. Donc, je l'ai mis 28e, mais je serais prêt. Tu me dis que dans 20 ans, ça va être lui qui va avoir connu la plus belle carrière, là. Je m'ostinerai pas avec toi pantoute, là. Mais pour le moment, je pense que c'est un point d'interrogation trop gros dans le sens où on l'a pas beaucoup vu cette année. Tu sais, c'est pas sa santé, j'ai pas peur qu'il y ait des problèmes de santé plus tard, là. C'est vraiment juste le fait qu'on n'a pas vu à quel point il avait été en mesure de s'améliorer. Puis moi, la courbe de progression, pour moi, c'est quelque chose que je regarde beaucoup. Donc, de manquer, dans le fond, une donnée à cette courbe de progression-là, ça fait que j'ai un petit malaise à le placer plus haut, là. Je l'ai mis assez loin, parce que, comme tu as dit, j'ai un peu peur au niveau de ce qu'il y a eu, puis on n'a pas vu pendant toute son année au niveau de son développement. Je l'ai mis 49e. Au début de l'année, comme tu as dit, je le mettais vraiment haut. Je l'ai pas vu beaucoup jouer cette année. Je pense que j'ai vu un match. Mais tu sais, personne l'a vu jouer cette année, là. Mais ça, je l'avais mis assez haut. Je le voyais,
c'était un choix défendable pour le top 15, même peut-être le top 12. Fait que, je le voyais assez gros, mais à mesure que l'année allait, ben, il a moins produit sur le nombre de matchs qu'il a joué, il a moins produit qu'on pouvait s'attendre, puis en plus, il y a eu une grosse blessure, puis il a manqué le reste quasiment. Fait que là, il a baissé vraiment beaucoup dans mon affaire, mais ce que j'aime beaucoup de Barron, c'est vraiment un peu, je me rappelle pas quel défenseur t'avait dit ça, mais il rend tout le monde meilleur autour de lui. Il est là, le monde il se sent plus confiant. Ses décisions sont super bonnes. C'est un peu à la Braden Schneider. C'est un gars vraiment intéressant au niveau de toutes les décisions sur la glace, c'est un peu plus offensif. Mais c'est vraiment sa blessure qui m'a fait descendre au niveau de mon chose. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il va sortir plus haut que ça. 49, c'est vraiment trop bas. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Bon, ben, au 29e rang, moi, j'ai Hendrix Lapierre, puis on en a déjà assez parlé. Fait que je t'inviterais à y aller avec ton 29e choix. Ouais, c'est ça. T'as pas fait ton 28. C'est ça, t'avais Amirov au 28. Mais on avait quand même pas mal parlé là, d'Amirov. On a pas mal fait le tour. Hein. Sauf que le 29e rang, je pense que Pascal, tu pourrais nous en parler plus parce qu'on n'en a pas parlé, puis Max l'a pas dans son top 31. Okay. Bon. Ouais, moi, j'ai le gars que j'ai la misère à dire son nom, Ryan O'Rourke. Monsieur Capitaine. Dans le fond, c'est un très, très bon leader. Au début, je mettais avant lui, mais c'est vraiment lui qui a pris sa place un peu dans mon classement. Dans le fond, Ryan O'Rourke. C'est un gars vraiment complet, il y a zéro faiblesse dans son jeu. C'est un mur en défensive, c'est un gars physique, son positionnement est super bon. Au niveau mobilité, c'est acceptable. Fait que tout ça fait en sorte qu'il est vraiment difficile à déborder puis à traverser lorsque tu as un attaquant qui attaque de son bord. En offensive, c'est pas un gars super créatif, là. C'est un gars qui est vraiment plus défensif qu'offensif. Il est capable de faire circuler la rondelle, mais il fera jamais quelque chose de spectaculaire, là. Il est capable de créer des jeux, là, mais c'est pas un gars qui va faire bouger la pochette, qui va utiliser son jeu de jambes pour faire bouger tout. Non, lui, il va juste faire... Il va comme être le cône de transition entre deux joueurs de talent offensif, mettons. Ensuite, ce que j'avais à dire là-dessus, il a un très bon lancer, capable de marquer de la pointe, mais je pense pas qu'il va être un Sheldon Surrey. Je pense qu'il va être juste un gars capable de se débrouiller, mais qui va être plus en mission défensive. Puis c'est un excellent joueur à avoir sur la glace pour gagner des matchs. En tout, là, j'ai vu beaucoup de comparaisons avec Ryan Suter sur Internet. Pas mauvais, mais Suter est un peu plus offensif. Là. Est-ce que tu le connais, toi? Ben, sans le connaître vraiment en profondeur, probablement pas autant que toi, mais je pense que c'est un gars qui, j'ai ses stats devant moi, là, quand même marqué 7 buts cette année. C'est un gars qui jouait sur son 17 ans, qui a eu 18 ans le 16 mai, donc c'est quand même très récent, une bonne shape. Un gars de 6 pieds 2, 181 livres. Ben, justement, je pense que c'est un gars qui aurait pu se retrouver au même niveau que Goulet, Schneider dans mon ranking. T'sais, encore là, on parle souvent de coup de cœur, ben c'est une question de coup de cœur qui ont pris sa place, mais si ce gars-là sort pas en première ronde, je suis persuadé qu'il va sortir en début de deuxième ronde. 7 buts, c'est pas mauvais du tout. 37 points overall en 54 games. Plus 16, là, je regarde beaucoup ses stats parce que je vais être 100% honnête, je l'ai pas beaucoup vu jouer, mais je l'ai vu, puis c'est un gars que j'ai quand même apprécié. Mais je pense pas que j'aille beaucoup à rajouter par rapport à ce que tu as dit. Je pense que si, je viens de le dire, là, je pense que s'il sort pas en première ronde, ça va être en début deuxième. Je pense que au même titre que Goulet, que j'aime beaucoup, c'est un choix quand même safe. Là. Ouais. Puis on saute au 30e choix. Ça va être intéressant parce que moi, personnellement, je regarde les deux noms que j'ai sur ma feuille et je ne les connais absolument pas. Honnêtement, j'ai jamais vu ces deux noms-là. Je me demande même s'ils jouent au hockey tellement que j'ai jamais vu ces noms-là. Fait que non seulement vous allez m'instruire en parlant de ces gars-là, mais ça va être intéressant de voir les points de vue des deux. Parce qu'au 31e rang, on a Goulet puis Monsieur André. Là. On a notre ami André. Le chum André, il est là. Le chum André, exactement. On en a parlé déjà pas mal. Fait que le 31e choix, on va le passer quand même assez rapidement. Mais je pense que le 30e, on pourrait s'attarder un petit peu plus dessus.
Pascal, je vais te laisser y aller avec ton choix, ton 30e choix. D'après moi, c'est un petit coup de cœur parce que tu apprécies beaucoup les Finlandais. Ça se pourrait dessus. Topi Niemela. OK. J'ai vraiment... il m'est tombé dans l'œil. Dans le fond, il joue pour Karpat dans la Liga, mais il a joué dans la Liga cette année. Un peu comme Ville Heinola l'année passée, ou bien Tobias Bjornfot. C'est un gars, c'est pas le plus talentueux, c'est pas, il a pas le wow factor vraiment, même s'il est capable d'en faire une fois de temps en temps, mais c'est un gars vraiment intelligent, vraiment responsable, ça la glace, avec une bonne mobilité, choisit quasiment tout le temps le bon jeu à faire, malgré le fait qu'il est jeune, c'est 25 mars 2002 pour sa fête, il est 6 pieds, 163 livres, il est petit, il est frêle, là. Mais tu sais, dans les gars, c'est pas un problème pour l'instant, parce que c'est des grandes glaces. Son positionnement est super bon, il est très vocal, ça glace. Quand on le regarde jouer, on le voit qu'il communique beaucoup avec ses coéquipiers, fait que tout le monde sait où il est, ça glace, quoi faire, puis tout son positionnement est très bon à cause de ça. Moi, je trouve que c'est un choix vraiment avec peu de risques à le prendre, même s'il est petit, comme Heinola et Bjornfot l'année passée, qui ont sorti pas mal. Bjornfot a sorti plus tôt qu'on pensait, Heinola pas mal où qu'on pensait qu'elle allait sortir. C'est sûr qu'il va falloir qu'il prenne du poids, là, mais lui, c'est vraiment en contrôle de la rondelle, il ressort vraiment bien, malgré le fait que ce soit dans la Liga, là, il est vraiment bon pour contrôler la rondelle, la monter, puis après ça, faire des jeux en offensive. C'est pas élite ce qu'il fait, mais sa mobilité est pas loin de l'être. Je le vois dans la Ligue nationale, s'il prend du poids vraiment rapidement, pas l'année prochaine, pas l'autre, mais tu sais, d'ici 3 ans, sérieusement, ça serait pas mauvais. Je me suis laissé beaucoup influencer par le gars de Double Prospect là-dessus, Jokke Novalainen. Il a fait une entrevue avec ce gars-là vraiment longue, je l'avais lu, puis c'est à cause de celle-là que j'ai plus poussé mes vues, puis il a monté en flèche dans mon alignement, dans mon top 31. Je l'ai vraiment... il m'a tombé dans l'œil, sérieusement. C'est un petit préféré en défensive là, pour cette année. Là, c'est Niemela, mon petit Européen préféré. Mais je trouve ça vraiment intéressant que tu en parles parce que j'y ai vraiment pensé, tu sais, dans mon... Tu sais, je mets... 29e, j'avais mis Hendrix Lapierre, puis après ça, j'avais comme 2 spots libres qui avaient beaucoup de bagarres pour entrer là. Puis là, tu sais, c'était dans... Je m'étais dit, OK, je vais mettre 2 de mes coups de cœur juste pour en parler, tu sais. Puis, ben, Niemela, justement, ça en faisait quand même partie de mes coups de cœur. Pas au même titre que Andriac, j'ai fini par mettre 31e, mais je pense que ça se jouait pas mal entre Niemela puis Andriac, là. Honnêtement, là. Tu sais, je dis même pas ça parce que tu l'as mis, là. Pour vrai, j'ai beaucoup regardé ce gars-là parce que justement, je trouvais intéressant ce que j'avais lu dessus. Fait que j'ai comme pas eu le choix par curiosité d'aller vraiment en voir beaucoup. Donc, c'est vraiment une question de préférence à ce niveau-là, mais je serais vraiment pas surpris que Niemela sorte. En fait, je pense que je serais surpris qu'il sorte en première ronde, mais en début deuxième, je serais pas tant surpris à cause de son potentiel all-around quand même, là, qui est super intéressant. Tu sais, les petites cartes cachées comme ça en Finlande, c'est souvent cool, là, puis c'est pas rare. Tu sais, t'as parlé d'Heinola, là. Je pense que c'est un bon exemple d'un gars qui est sorti, sans dire sorti de nulle part, là. Je pense que c'est un gars qui a quand même montré des très belles choses. Et je pense qu'on a fait le tour de Niemela. Est-ce qu'on passe au mien? Tu peux y aller au tien, Max. Ça risque d'être le dernier, la dernière évaluation, dans le fond, du top 31. Écoute, la première raison de pourquoi je l'ai choisi, c'est son nom. Parce que ce gars-là a un nom de superstar. Il s'appelle Ozzy Weisblatt. Je veux dire, si tu t'appelles comme ça, t'as comme une pression qui vient avec de réussir dans la Ligue nationale, tu sais. Je veux dire, tu peux pas t'appeler Ozzy Weisblatt, sortir dans la première ronde, dans les 2 premières rondes, puis être un flop, non. Tu t'appelles Ozzy Weisblatt, t'es sur un top 6, puis tu scores sur le powerplay, tu sais. C'est un peu un petit Brandon Gallagher. C'est un gars qui est super intense. Jamais on aurait parlé d'un gars de même il y a 10 ans en première ronde. Là, jamais. Là, c'est un gars de petit gabarit, mais crime, le hockey a changé. Ce gars-là, c'est un leader. C'est un gars qui a vraiment pas froid aux yeux. Il fonce au net, il fonce, il se bat il se bat dans les endroits restreints. Il est super rapide. Il a des habiletés là, vraiment très solides. Là, oui, c'est un guerrier à la Gallagher, là, mais il y a des solides mains, un bon tir, des habiletés de marqueur. 5 pieds 10, mais 183 livres. Il est pas facile à tasser. Fait que
pour vrai, c'est un de mes coups de cœur, un de mes gros coups de cœur de ce repêchage-là pour tout ce qui amène sur une patinoire. Tu sais, je suis un gars qui aime beaucoup les gars à la Gallagher, justement, mais je pense que Wizblatt, c'est un gars, oui, à la Gallagher, mais qui a aussi beaucoup de talent. Puis, honnêtement, je serais vraiment pas surpris que ce gars-là sorte en première ronde là, dans le hockey d'aujourd'hui. Puis, mais en fait, je serais pas surpris non plus qu'il glisse en deuxième parce que, comme on le dit à quelques reprises, ben il y a encore des mentalités plus vieilles un petit peu où on recherche des gros gabarits. Par contre, Wizblatt, je pense que ce gars-là va vraiment pas faire regretter l'équipe qu'il choisit. Puis au pire, ben ça sera un gars de troisième trio, là, puis rendu en deuxième ronde, en début deuxième ronde, fin première, ben on le répétera pas assez, mais un gars de troisième trio, ben c'est une bonne acquisition en fin de première ronde puis en deuxième. Je sais pas si Pascal, t'as quand même beaucoup regardé ce gars-là, si tu le connais, là. Je l'aime vraiment beaucoup. Dans le fond, cette année, il y a vraiment beaucoup de petits joueurs en fin de la première ronde qui va probablement faire en sorte qu'il y a des joueurs avec des bons gabarits puis avec du chien qui va augmenter dans les listes. T'sais, d'après moi, on va voir tout qu'un draft cette année. Dans le fond, on va faire, ben voyons donc, comment c'est qu'il sort là, c'est même trop tôt. D'après moi, ça va vraiment ressembler à ça, tu sais. Puis Ozzy Wizblatt, après ça, Ridley Gregg, Jake Neighbors, Luke Tuck, après ça, l'autre, là, que j'ai peur de dire son nom, Will Quill. Je sais vraiment, là, en tout cas, tout qu'il y a un nom. Ces joueurs-là, ils ont tous du chien, du gabarit. Tu les veux en série, tu les veux dans ton équipe dans profondeur, mais Wizblatt, il y a une petite affaire de plus. Ouais. C'est un gars, tu sais, ça, comme tu disais, tu sais, il pourrait atteindre un top 6, sérieusement. Pas à cause de son nom, là, à cause de son talent, mais c'est vrai que moi, je veux que mon joueur préféré s'appelle Ozzy, tu sais. C'est ça qu'on veut. Je pense que c'est ça qu'on recherche tous, là, en étant fan de hockey, d'un jour se dire notre joueur de hockey préféré s'appelle Ozzy. Puis je pense qu'il y a bien des équipes qui visent aussi à écrire un chandail écrit Ozzy en arrière. Tu sais, ça serait pas le nom de famille qui est écrit. Ce chandail que tu vends aux fans, ça serait le prénom, puis ça serait Ozzy, puis ça se vendrait à coups de centaines de milliers. Là. Il s'appelait Connor Ozzy, ou Ozzy Connor, sérieusement. Ben, moi, je pense que j'aime mieux Ozzy Wizblatt. Hey, ça paraît-tu qu'il est tard? Mais on va se le dire, tu sais, il s'appelle Ozzy, mais j'espère qu'il va mieux performer sur la glace que le vrai Ozzy a performé au Take Me Out to the Ball Game aux Cubs de Chicago il y a quelques années. On s'entend? On va espérer de meilleures performances de M. Wizblatt. Mais comme je disais précédemment, en fait, je pense que le sujet Ozzy est assez clos là, quand on est rendu. Je pense qu'on devrait en parler encore. En fait, je pense que quand on est rendu à surfer sur son prénom, je pense qu'on a fait le tour de la question, à mon avis. Okay, on revient-tu au chum André? Exactement, c'est exactement là que je m'en venais, puis je suis bien content que tu m'amènes là parce que au 31e rang, on en a beaucoup parlé, mais Max, t'as le chum André. Tu closes ton draft avec le chum André, on l'aura dit plusieurs fois dans ces capsules du top 31, mais on close avec le chum André, puis du côté de Pascal, on close avec Caden Goulet. Caden Goulet, on a parlé beaucoup aussi, donc on reviendra pas vraiment là-dessus. À moins que vous ayez des points supplémentaires à amener sur ces deux joueurs-là, outre le fait qu'on a rebaptisé plusieurs fois le défenseur suédois en Emil André. Mais c'est ça, je pense qu'on a assez fait le tour. Écoutez, ça a été bien plaisant, les gars, honnêtement, pour une première expérience. Bien apprécié. J'espère aussi que les gens qui vont avoir été à l'écoute ont apprécié. Puis, on va closer là-dessus. Top 31, je pense qu'on a fait assez le tour. Puis, si ça vous le dit, les gars, on va sauter au mock draft quand ce sera le temps, quand on saura les rangs des équipes pour la loterie qui devrait être en fin juin, comme on mentionnait précédemment. Donc, un gros merci, les gars. Puis, on va se souhaiter une bonne nuit parce qu'à l'heure de l'enregistrement, il est rendu assez tard. Ouais. Merci bien. On a bien hâte de reparler du chum André. Ouais. Oui, on souhaite probablement le chum André à Montréal en deuxième ronde. Ça serait malade.
Après ça, ils prennent Ozzy, en tout cas. Oui, ça serait la vente de gilets augmenterait assez rapidement. Elle chum André dans le dos. Oui, exactement. Alors, les livres sont fermés. Le top 31 de nos chroniqueurs étant maintenant complété, il ne reste plus qu'à patienter. Les infos de la Ligue nationale sont très peu nombreuses quant à la tenue du repêchage annuel, si ce n'est que la date de la loterie étant prévue le 26 juin. Cette année, nous aurons droit à tout un repêchage. On parle d'une profondeur impressionnante chez les espoirs de cette classe 2020. Un gros merci à Max et à Pascal pour avoir partagé leurs connaissances et en espérant que vous ayez apprécié. Qui sait, peut-être y aura-t-il d'autres épisodes dans un avenir rapproché. N'oubliez pas qu'en plus de nos chroniques hebdomadaires, vous pouvez consulter les 2 parties du Top 31 en audio-vidéo sur notre site web au www.toutsurlehockey.com. Salut tout le monde!